La leçon à retenir de toute cette conversation, c'est que ce qui se trouve dans notre ombre, ce sont ces qualités qui n'étaient pas les bienvenues, qui nous ont valu d'être rejetés, abandonnés ou maltraités. Si vous ressentez une quelconque insatisfaction, si les gens vous accusent d'être sensible, réactive ou agressive, c'est qu'il se passe quelque chose qui est ancré dans votre système. Il existe des études très puissantes qui montrent que plus nous avons subi de traumatismes, plus nous avons tendance à interpréter des stimuli neutres comme menaçants, que personne n'est en sécurité, que le monde est dangereux. Beaucoup de nos blocages remontent vraiment à notre enfance. Cette partie ne disparaît pas. Je pense que beaucoup de gens pourraient avoir une réaction instinctive en se disant « Je ne veux pas aborder ça, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient ». La réalité, c'est que nous rejouons ce passé, surtout dans nos relations. Comme les modes de survie ont été tellement normalisés, avec le temps, tu commences à nier tes propres instincts. La honte peut-elle nous empêcher de suivre nos instincts? La honte provoque un repli sur soi. En fait, nous nous déconnectons de notre intuition. Nous ne sommes même pas à l'écoute de l'endroit où l'intuition vit en nous. Comment le fait de se reparentaliser change-t-il ce schéma? Le changement débute par la prise de conscience, véritable sens de la reparentalisation et de la guérison. Apprendre à vivre le moment présent d'une nouvelle manière avec un nouveau choix. C'est notre opportunité d'avancer enfin. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, c'est l'un de ces jours où nous allons vous révéler quelque chose que vous ne saviez pas qui gouvernait vos décisions, vos relations, votre carrière, votre parcours de vie et même votre capacité ou incapacité à accéder à votre intuition. Nous parlons avec la psychologue holistique, quelqu'un que nous voulions interviewer depuis longtemps, la docteure Nicole Lapera. Elle est l'autrice à succès de How to Do the Work et de How to Be the Love You Seek. Nous parlerons du reparentage de l'enfant intérieur, des nouvelles recherches sur nos blessures anciennes et de leur guérison. Et ce dont nous allons parler avec la docteure Nicole, c'est de la façon dont les choses que nous n'aimons pas chez les autres, les choses que nous trouvons difficiles chez les autres, sont en réalité le reflet de blessures que nous avons subies, même de la part de parents bien intentionnés et qui persisteront en nous toute notre vie. À moins que nous apprenions à identifier ces blessures, à les réparer et à rester en contact avec les parties les plus vraies et les plus saines de nous-mêmes. Cet épisode lève le voile sur ce qui nous guide, ce qui façonne notre comportement, ce qui nous influence et nous motive, et parfois même ce qui nous empêche d'avancer. Nous sommes ravis d'accueillir en personne la psychologue holistique Dr Nicole Lapera. Bienvenue dans l'émission. Break it down. Merci de m'accueillir, c'est un honneur d'être ici. Vous savez, nous parlons à beaucoup de personnes qui ont l'impression de faire tout ce qu'elles sont censées faire. Elles sont, vous savez, responsables et intentionnelles, et peut-être qu'elles méditent, ou qu'elles font de l'exercice, ou qu'elles essaient telle ou telle chose et cherchent à se sentir en lien. Il manque souvent quelque chose aux gens. En écrivant ce livre et à travers votre travail, quelle est, selon vous, cette chose essentielle que beaucoup d'entre nous doivent reconnaître? La chose manquante dans ma prise de conscience est vraiment ce qui a inspiré ce livre en particulier, parce que j'ai commencé à voir un véritable fil conducteur dans le travail individuel que je faisais auparavant et maintenant dans la communauté que je dirige, qui ressemble beaucoup à ce que vous décrivez. Tellement de personnes avec une incroyable perspicacité, une incroyable conscience, et pourtant elles continuent à répéter les mêmes schémas. Nous avons des moments de réactivité où soit nous explosons, soit nous nous refermons sur nous-mêmes. Et il y a vraiment des moments où nous ne savons pas ce qui nous pousse à agir, ce qui ressemble à une réaction instinctive. Alors, avec cette question en tête, pourquoi n'arrivons-nous pas à faire évoluer les choses durablement? J'ai vraiment commencé à comprendre cela. Beaucoup de nos blocages remontent vraiment à notre enfance, à nos premiers environnements, à des choses qui, pour ainsi dire, concernent notre enfant intérieur ou cette partie de nous-mêmes. Cette partie s'est formée dans ses premiers environnements et s'est adaptée à un manque de stabilité, un manque de soutien, un manque d'accordage émotionnel du mieux qu'elle le pouvait. Cette partie ne disparaît pas, même en grandissant ou avec plus d'outils. Peut-être que notre environnement a radicalement changé, comme c'est le cas pour certains d'entre nous, et pourtant nous continuons à retrouver cette partie dans des moments apparemment inexplicables où notre corps réagit soudainement. Nous n'obtenons pas de réponse aussi rapidement que nous le voudrions, et nous commençons à sombrer dans des pensées de honte, à nous poser des questions. Valérie t'a donné des notes sur nous? Notre thérapeute t'a-t-il donné des notes sur nous? C'est dans ces moments-là qu'on se demande ce qui se passe. Je sais que cette personne m'aime, qu'elle est sûrement occupée
Pourquoi ai-je l'impression de paniquer à l'idée qu'il me quitte? Donc, ce sont ces moments où notre enfant intérieur s'exprime vraiment à travers les actions inhérentes à notre corps, les sensations et ensuite les réactions qui deviennent encore une fois instinctives. Tout d'abord, je suis partante. J'en suis fan depuis longtemps, pour le meilleur ou pour le pire. Mais je pense que beaucoup de gens pourraient avoir une réaction instinctive en entendant ça. Et je pense que c'est probablement vrai pour beaucoup de personnes. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Ils ont fait de leur mieux. Je vais bien. Le problème, c'est forcément lui ou elle, non. Ce n'est pas ça. Et si c'était ça, c'était il y a tellement longtemps. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Comment aidez-vous les gens à dépasser ça pour comprendre qu'en fait, on ne peut pas juste vivre au jour le jour et espérer comprendre la vie sans regarder ça? Je souhaite d'abord offrir de la compassion pour tous ces sentiments, notamment pourquoi vouloir revenir en arrière, surtout si cette période fut douloureuse. Pourquoi voudrions-nous apparemment blâmer nos parents? Je pense que c'est une autre interprétation courante de se dire « Oh, tu es en train de me dire qu'ils sont de mauvaises personnes », alors qu'en réalité, beaucoup d'entre nous savent que nos parents ont vraiment fait de leur mieux. Et peu importe ce que nous ressentons par rapport à notre expérience passée, ou même à quel point nous avons accès à ce qui s'est passé dans notre passé, parce que vous m'entendrez souvent dire qu'une grande partie de mon enfance est un trou noir. Je ne pourrais pas raconter l'histoire, pour ainsi dire, même si en réalité nous rejouons ce passé dans ces moments-là, surtout dans nos liens, dans nos relations. Donc, peu importe la difficulté, et c'est aussi quelque chose que je veux souligner ici, c'est d'acquérir une compréhension de ce qui nous a façonnés, de qui nous a façonnés. Comprendre pourquoi nous sommes comme nous sommes ne signifie pas pour autant effacer l'impact, ni dire qu'il est acceptable. Nous pouvons toujours prendre du recul et reconnaître les circonstances, les environnements, voire l'éducation reçue par nos parents, qui ont contribué à leur difficulté à être des figures parentales stables et à m'apporter l'accordage émotionnel dont j'avais besoin. Pourtant, j'en subis les conséquences ainsi. Donc, je pense que nous devons laisser de la place, comprendre que cela sera inconfortable, mais nous ne cherchons pas à blâmer qui que ce soit et nous ne restons pas coincés dans notre passé. C'est notre occasion d'avancer enfin d'une nouvelle manière. La prise de conscience ne suffit pas. Et je peux parler de ma propre expérience. Je me sens vraiment à l'aise au niveau de l'esprit, à comprendre toutes les dynamiques, et je me dis, ça a du sens pour moi. Et là, je vois ce schéma. Et d'accord, super, j'ai compris. Mais c'est différent d'aller réellement affronter ces parties qui ont été blessées d'une manière qu'on ne peut pas intellectualiser. C'est ça. Et pour beaucoup d'entre nous, je suis un peu comme toi, la lucidité est une stratégie de protection vraiment intelligente, n'est-ce pas? Quand on vit dans sa tête et qu'on analyse, j'ai suivi une formation pour devenir psychologue clinicienne. J'étais tellement à l'aise ici dans ma tête parce que tout ce qui vivait dans mon corps était tellement accablant. Quand on parle de l'enfant intérieur, selon moi, pour créer du changement, il ne s'agit pas que de cela. L'esprit est très puissant. Nous savons tous que lorsque nous imaginons un scénario, lorsque nous le revivons dans le ressenti, c'est ce ressenti qui reconditionne notre système nerveux. Et maintenant, nous savons scientifiquement grâce à la neuroplasticité que nous pouvons créer ce changement, mais il ne viendra pas d'un processus qui part du mental. Je pense que dans mon domaine, on a longtemps mis l'accent sur la thérapie cognitivo-comportementale, l'idée que changer ses pensées change notre manière de vivre le monde. Mais maintenant, on avance que ces messages vont dans les deux sens. Nous devons modifier la façon dont notre système nerveux traite les expériences afin de répondre de façon plus consciente et ne pas rester dépendante d'habitudes instinctives qui semblent définir qui nous sommes. Beaucoup de nos conversations portent sur les phénomènes le métaphysique, en essayant de comprendre la structure et la forme de l'univers. Et je pense qu'il y a un angle très particulier à cela dans cette conversation qui peut aider les gens à s'éloigner de l'idée qu'ils doivent absolument revisiter leur enfance, ce qui peut sembler pénible. La façon dont je le vois, c'est qu'il y a plusieurs lignes temporelles qui se déroulent simultanément et tu n'es pas vraiment entièrement dans cette ligne temporelle. Il y a des versions de nous-mêmes qui sont en fait aux commandes et qui vont surgir à tout moment pour prendre le contrôle. Cela affectera ta capacité à atteindre ton objectif sur cette ligne temporelle si tu n'y prêtes pas attention. 100%. Et ce sont, encore une fois, ces moments où nous sommes littéralement ramenés dans le passé. C'est pourquoi, je serai la première à l'admettre, j'ai beaucoup de moments où j'agis, n'est-ce pas, apparemment pas du tout comme d'habitude, où mes réactions sont un peu plus immatures, tu vois. Je crie, hurle ce que je pourrais dire plus calmement ou je me ferme totalement.
Comme ma mère le faisait, j'applique la loi du silence et ne parle à personne. Et nous avons aussi été de l'autre côté de ces situations, n'est-ce pas? Des réactions disproportionnées qui, en apparence, semblent déroutantes. Mais si nous comprenons cette belle analogie de la ligne du temps, tu vois, elle semble très enfantine, surtout dans l'action et l'émotion. Comme un enfant en crise qui exprime simplement ses émotions, nous leur ressemblons. Même en disant immature, je ne cherche pas à rabaisser qui que ce soit. C'est une belle vision, comme un retour très réel dans le passé. Si on reprend l'analogie Marvel, un petit portail s'est ouvert à cet instant et on a été aspiré vers le passé. Le vrai travail, c'est en fait comment rester ici. Tu évoques différents types de blessures, notamment l'enfant intérieur blessé. Beaucoup d'entre nous pensent simplement « oui, il a été blessé, peu importe ». Tu passes en revue 9 types de blessures différents. Je vais juste les nommer maintenant. Il y a la méfiance, l'abandon, le rejet, l'humiliation, la surresponsabilité, la rareté, la rébellion, l'impuissance et l'injustice. Donc, ce sont les différents types de blessures. Et certaines personnes pourraient se dire « oui à toutes ». C'est difficile de vivre tout ça à la fois, mais ce que j'aime, c'est cette dernière colonne. Quel est le schéma à l'âge adulte, n'est-ce pas? Donc, si votre blessure est celle de la méfiance, vous serez sur la défensive, méfiante. Vous mettrez de la distance ou saboterez la relation, car vous pensez que faire confiance mène à la trahison et que les autres ne sont pas fiables. La surresponsabilité intrigue car beaucoup pensent « j'étais très responsable » et reçoivent des félicitations pour leur maturité. Tu es une vieille âme, tu peux gérer. Oui, eh bien, en tant qu'adulte, tu le feras. Tu te retrouveras à prendre soin des autres de façon compulsive, à t'épuiser, à avoir du mal à poser des limites. La blessure du rejet pousse à vouloir plaire à tous, au perfectionnisme et à dissimuler sa vraie personnalité. Je veux dire, si tu ne sais pas quel type de blessure tu as eu, regarde ce que tes 4 derniers ex ont dit sur toi ou regarde ce que tu fais vraiment quand tu es très, très rigoureuse et honnête avec toi-même. Qu'est-ce que je fais réellement? Je suis en train d'en faire trop, non? Je ressens de l'urgence, je me ferme émotionnellement. Oh, devine quoi? C'est le manque. C'est très intéressant. Et pour moi, c'est une façon très intéressante de cartographier aussi ce qui s'est passé dans nos familles d'origine, n'est-ce pas? Ce que tu décris est un excellent point de départ, car on me demande souvent, surtout si je ne veux pas retourner là-bas ou si je n'ai pas accès à cette histoire, est-ce que je peux guérir? Par où commencer? Et on commence ici maintenant, n'est-ce pas? Avec ces moments où nous avons de grandes réactions urgentes et accablantes, ou même avec les rôles et identités plus constants, n'est-ce pas, que nous avons fini par prendre pour ce que nous sommes. Je peux même aller jusqu'à dire que certains de ces rôles sont célébrés par la société, n'est-ce pas? La personne qui en fait toujours plus s'épuise sans cesse et dit oui à tout reçoit tous les éloges, n'est-ce pas? La personne qui se referme parfois, c'est celle qui est facile à vivre, qui ne demande pas beaucoup d'attention, n'est-ce pas? La personne qui, avec passion, explose de temps en temps, c'est celle qui a tellement de passion, de motivation et d'énergie. Et la liste continue comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, la société, dans une certaine mesure, a créé non seulement du stress, qui devient ensuite ces moments où ces blessures sont activées, mais en réalité, cela a créé une sorte de cercle auto-entretenu de validation où nous recevons des éloges. C'est similaire à l'expérience de l'enfance où la connexion, la sécurité, l'amour et l'attention arrivaient dans ces moments-là. Nous continuons à les répéter parce que notre corps ne se met pas à jour. Les circonstances ont changé, je suis plus âgée, j'ai accès à des relations sécurisantes, mais je me sens toujours en insécurité même dans ces situations. Ce souvenir et ces réactions sont précisément ce que j'ai fait pour préserver les liens qui m'ont gardé en vie. On parle beaucoup en ce moment des parents émotionnellement immatures. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec la docteure Lindsay Gibson, auteure du livre sur le sujet. Mais il y a un aspect de cela qui est mis en avant dans votre livre et dans le travail que vous faites. Pouvez-vous nous parler un peu de ce que cela signifie lorsque nous avons des parents qui font de leur mieux, mais qui, au final, ne sont pas vraiment matures émotionnellement? Et à quoi cela ressemble-t-il pour nous? Et qu'est-ce que cela fait à quelqu'un lorsqu'il est parentifié? Tout d'abord, la maturité émotionnelle, de manière générale, c'est la capacité d'être avec ses émotions, de les tolérer, de les traiter et d'y répondre de façon adaptée. Les émotions sont ces expériences sensorielles qui nous informent sur notre façon de vivre le monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Un cœur qui bat fort signale la peur et une menace,
Tout cela est inné en nous. Ce qui ne l'est pas, en revanche, c'est la capacité ou l'aptitude à savoir quoi faire avec les émotions que nous ressentons. Donc, comprendre ce qu'est la maturité émotionnelle, je pense, peut leur donner une meilleure compréhension du pourquoi. La grande majorité d'entre nous, en tant qu'adultes, même avec des parents très bien intentionnés, n'avons pas eu ce genre de modèle pendant l'enfance. Parce que les parents sont des êtres humains qui ont aussi été élevés par d'autres humains, certains venant de générations où, que ce soit ou non, en quelque sorte. Étant donné leur environnement, ils faisaient face à la pénurie, ou ils vivaient dans un environnement réellement menacé où il y avait la guerre ou d'autres formes d'abus ou de traumatisme. Ils n'avaient pas les outils nécessaires, et pourtant, même récemment, cela me sidère que mon domaine ait pu prôner une méthode parentale qui est maintenant tellement à l'opposé de ce que nous comprenons aujourd'hui du système nerveux, à savoir cette idée qu'un enfant en bas âge peut pleurer jusqu'à ce qu'il se calme tout seul. Bien sûr, je fais référence à la méthode du laisser pleurer. Encore une fois, elle a été développée par des médecins. Elle a été prônée par des médecins et l'est encore par certains médecins, mais ce n'est pas la réalité. Non seulement nous avons besoin de parents physiquement présents qui ont les moyens, les ressources, l'argent, les finances, l'attention, mais ils doivent aussi, émotionnellement, savoir gérer leurs propres émotions. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que très peu d'entre nous ont eu cet exemple concret. Et le résultat, c'est que nous subissons notre propre traumatisme. Nous nous retrouvons seuls avec de fortes émotions et développons alors nos propres stratégies d'adaptation, souvent dysfonctionnelles, que nous conservons. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'un enfant est parentifié, lorsqu'il doit s'occuper des besoins d'un parent? Et dans certains cas et dans de nombreuses régions de ce pays et du monde, les enfants doivent effectivement aider à s'occuper d'autres enfants et ils doivent, vous savez, si les parents travaillent, parfois c'est simplement ce qui se passe. Mais à quoi cela ressemble-t-il pour cet enfant? Et à quoi cela ressemble-t-il une fois adulte? L'un des effets secondaires les plus courants de l'immaturité émotionnelle est alors la parentification, ou une inversion des rôles, en quelque sorte, où un enfant, soit de manière concrète en prenant littéralement soin de la maison, de ses frères et sœurs, en cuisinant, en accomplissant des tâches du quotidien. Très souvent, vous verrez cela, du moins dans ce pays, et je suis sûre que c'est pareil dans tous les pays et dans les familles immigrées, où, pour de nombreuses raisons différentes, l'enfant se retrouve à devoir s'occuper des autres, ou bien devoir traduire lors de conversations qui sont tellement en dehors du champ de développement de l'enfant, mais plus couramment, il s'agit de parentification émotionnelle, n'est-ce pas? Où les limites sont floues, le parent compte sur l'enfant, se confie émotionnellement à lui, se tourne vers lui pour obtenir du soutien, partage des détails privés sur ce qui se passe peut-être dans son mariage ou avec son coparent. Imaginez quelqu'un faire cela. Parfois, il faut comprendre que ces réactions viennent souvent de l'enfance du parent, n'est-ce pas? Si un parent a été laissé seul avec ses propres émotions, parfois il pense vraiment, eh bien, je ne vais pas blesser mon enfant de cette façon. Mon enfant ne sera jamais seul. Nous allons être tellement proches. Nous allons être les meilleurs amis, n'est-ce pas? Donc, parfois, des choix bien intentionnés que nous faisons pour réparer les blessures de notre propre enfance, n'est-ce pas, peuvent alors mener à... La conséquence, bien sûr, est alors un enfant qui se sent trop responsable, qui se surinvestit souvent dans les relations, qui dit oui alors qu'il pense non, et qui peu à peu développe du ressentiment. C'est un sentiment naturel ressenti quand nos besoins ne sont pas satisfaits ou quand nous voulons prendre soin du monde autour de nous. Nous nous sentons parfois responsables des sentiments des autres, comme si nous pouvions les arrêter ou les changer. Et donc, c'est vraiment un reparentage très répandu que nous ayons été ou non en charge concrètement du foyer ou de son aspect émotionnel. Beaucoup d'entre nous étaient matures trop tôt et en étaient fiers, mais aujourd'hui, nous avons des habitudes dysfonctionnelles et ne sommes pas prises en charge dans nos relations. Dans ce scénario, les gens peuvent aussi ne pas se sentir proches des autres à moins d'être dans cette dynamique, car c'est ce qui leur a été présenté comme étant de la proximité. Si quelqu'un ne partage pas tout à propos de ses problèmes ou de la personne avec qui il a affaire, ou, vous savez, si. Surtout si un parent partage ce qui se passe dans son mariage avec un enfant et utilise cet enfant comme réconfort émotionnel ou comme caisse de résonance. Alors ils entrent dans ce qui pourrait être une relation plus saine avec des limites. Et tout à coup, ça semble super ennuyeux. On commence alors à rechercher ce que l'on connaît. La proximité, c'est prendre soin des autres. Donc, on essaie d'être la personne qui prend soin, ou bien on se sent confuse et on a l'impression qu'on nous cache quelque chose si on n'a pas toute l'histoire ou toutes les informations. La réalité, c'est que dans une relation saine, il y a quelque chose que j'ai dû apprendre moi-même et que j'apprends encore, une séparation, n'est-ce pas? Il y a de l'espace pour moi, de l'espace pour toi. Nous partageons des sentiments et je peux les soutenir, mais ils ne sont jamais ma responsabilité.
Ils ne l'ont jamais été. Nous ne provoquons pas les sentiments chez autrui. Pour revenir à ce que tu as évoqué un peu plus tôt, tout cela, encore une fois, ce sont des croyances qui, à un moment clé du développement, très tôt dans la vie, faisaient que nous n'avions que nous-mêmes à blâmer. Nous sommes dans ce qu'on appelle un état égocentrique. Cela a du sens pendant l'enfance. Nous sommes le centre de notre univers. Nous ne pouvons pas prendre du recul et voir tous ces différents facteurs. Donc, les actions ou l'inaction de quelqu'un se reflètent sur nous et nous impactent directement. Donc, nous devons apprendre, avec le temps, à faire cette séparation. Tu es là, je suis ici. Tes sentiments ne sont pas ma responsabilité. Je peux les accueillir, t'accompagner avec amour et être présente, mais je ne peux pas les faire disparaître ni en être la cause à l'origine. Je me rappelle la première fois où j'ai entendu ça. J'ai presque honte de mon âge à ce moment-là, la première fois qu'on me l'a dit clairement. Ça me semblait totalement étranger. Ça sonnait comme une autre langue. Et ce n'est pas comme si je me souvenais qu'on m'ait explicitement dit « Ta responsabilité, c'est de t'occuper de mes sentiments ». On ne te le dit pas comme ça, mais on te le fait comprendre à travers, tu sais, 1000 petites blessures, non? C'est comme 1000 petites coupures de « fais en sorte que je me sente mieux ». Je viendrai vers toi quand j'aurai besoin de ça, tu vois? Et ce sont ces messages que tu reçois qui créent cette montagne de « je suis responsable »,« je suis puissante », n'est-ce pas? C'est la base de nombreux programmes en 12 étapes comme Coda ou Al-Anon. En gros, tu n'es pas responsable, tu vois. Tu fais partie de tout ça et il y a des conséquences à interagir avec les gens. Je suis toujours curieuse de savoir pourquoi les gens ne veulent pas faire ce travail. Et je suis sûre que toi aussi, parce que c'est, tu sais, ce que tu fais. Mais l'une des choses, et c'était quand tu as mentionné la méthode du laisser pleurer. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens hésitent à penser à l'enfant intérieur, c'est que s'ils sont parents, ils apprennent en même temps les choses qu'ils ont peut-être déjà faites et qui ont posé problème à leur enfant, n'est-ce pas? Et tu sais, Jonathan et moi, nous sommes vraiment des gens très portés sur la naissance naturelle, un peu hippie. J'ai écrit un livre sur la parentalité proximale et mon expérience. Et je me suis fait littéralement démolir, tu sais, pour avoir laissé entendre que l'allaitement est quelque chose de naturel, tu sais, que font les mammifères, non? Et il y a évidemment une suite à cela. Mais cette idée que, tu sais, beaucoup de gens ressentent, j'ai fait de mon mieux, laissez-moi tranquille. Je n'avais pas d'autres options. Je les ai laissés pleurer jusqu'à vomir et tout le monde va bien maintenant, non? Comment peut-on en venir à dire nous sommes peut-être aussi en train de créer quelque chose en tant que parents? Comment ouvrir cette réflexion aux gens? C'est terrible. En lisant, je me demande, ai-je fait cela à mon enfant? Il est très organisé. Est-ce dû à un chaos que j'ai créé? Tu sais, comment tu abordes ça? Oui, je pense encore une fois qu'il faut aborder ça avec sensibilité, avec bienveillance, avec compassion, parce que, à mon avis, il n'y a pas de rôle plus important que d'élever un enfant, de prendre soin d'un être totalement dépendant qui a besoin de toi pour absolument tout. Je veux dire, parfois, c'est même au-delà de nos capacités. Eh bien, on le fait aussi seul dans cette culture, ce qui n'est pas du tout la façon dont les mammifères sont censés s'y prendre. Déconnecté de la famille et du soutien, n'est-ce pas? Tant de choses, tant de stress. Et donc, il est naturel et normal, je pense, de faire des erreurs avec notre enfant, de ne pas être parfaite. Donc, mis à part cela, j'espère toujours, c'est pourquoi je me tourne vers la science. La création sous-jacente de ces habitudes, vous savez, c'est pour que le parent qui se sent honteux ou bouleversé par ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils peuvent à nouveau élargir leur compréhension pour réaliser qu'ils faisaient exactement ce qu'ils avaient appris à faire, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que nous avons vraiment besoin de plus de soutien. Nous sommes à notre limite. Parfois, nous n'avons pas la capacité d'entrer dans une pièce avec un enfant qui pleure et d'être une figure calme et posée. Donc, dans une certaine mesure, faire une pause de quelques minutes avant d'ouvrir la porte de la chambre, tu vois, pourrait être la meilleure chose à faire. Donc, l'autre point à retenir, c'est que j'espère que tous les parents comprennent qu'ils sont eux aussi des êtres humains qui ont leurs propres besoins et leurs propres capacités, dont beaucoup dépassent largement les limites. Donc, cela dit, je vais souvent enchaîner avec quelques outils pratiques. Tu vois, comment un parent peut-il non seulement être plus compatissant envers lui-même face à ses difficultés, même celles qui lui font honte, mais aussi commencer à faire de petits changements dans sa situation actuelle pour devenir plus résilient, pour pouvoir, tu sais, reconstruire sa capacité, ce qui peut même signifier chercher du soutien, dire à quelqu'un quand on a besoin d'aide. Parce que, encore une fois, beaucoup d'entre nous pensent qu'il est altruiste de tout faire seul ou que c'est ce qu'on nous a appris. Et que c'est ça la force.
On nous a appris que la vulnérabilité est une faiblesse, donc pour être fort, il ne faut rien dire à personne. J'ai ce schéma en moi. C'est tellement difficile de dire à quelqu'un quand je suis dans un état de vulnérabilité parce que je n'ai pas eu de parents capables d'être là pour moi quand j'étais stressée dans mon enfance. Cela n'a fait qu'ajouter du stress à la maison, rien n'étant dit directement. Il m'a donc semblé plus sûr de cacher mes problèmes et de les gérer seul. Donc j'ai toujours ce sentiment profond en moi de ne dire à personne que, vous savez, j'ai besoin de quelque chose parce que sinon je serais perçue comme faible ou comme un fardeau. Il y a aussi quelque chose concernant certains enfants et parents, ce qui était vrai pour nous enfants et reste vrai si nous sommes parents. Certains enfants et parents ont une affinité plus naturelle, n'est-ce pas? Ils se comprennent mieux et ils sont souvent plus similaires, mais parfois ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Mais c'est une autre nuance ici. Si vous avez un parent qui est essentiellement en décalage avec son enfant, cela ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'essaie pas, mais il y a une blessure possible, n'est-ce pas, qui attend d'être infligée. Je parlais de la capacité car je travaillais avec de jeunes mamans qui venaient souvent honteuses et je savais qu'elles voulaient dire quelque chose. Et puis finalement, elles finissaient par le dire et elles avouaient « je galère. Parfois, je déteste mon enfant. C'est trop pour moi. J'ai vraiment envie de les secouer. » Je comprends pourquoi certaines personnes, et ce n'était pas du tout un parent dangereux, n'est-ce pas? C'était un parent qui était, vous savez, à bout. Une autre réalité qui est très difficile à dire, c'est que parfois, oui, tout simplement comme dans nos relations d'adultes, il y a des personnes avec qui on a plus d'affinité, n'est-ce pas? On est sur la même longueur d'onde, on a les mêmes centres d'intérêt. Et d'autres personnes sont comme des petits martiens et on ne les comprend pas vraiment, ils semblent un peu étrangers et tout ça, c'est normal. Enfin, je veux dire aux parents qu'il n'est jamais trop tard pour prendre conscience de cela. Parlez honnêtement et dire à vos enfants que vous n'avez pas été présent comme vous l'auriez voulu. On pense encore qu'on doit cacher tout ça à nos enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils aient une moins bonne image de nous. Parfois, ce sont justement ces conversations-là qui sont les plus authentiques et les plus réparatrices. Ces moments où l'on répare les choses en disant « Tu sais, c'était parfois un peu difficile de créer un lien avec toi pendant ton enfance, peu importe l'enfant, parce qu'on a des centres d'intérêt différents, mais tu sais, je suis désolée de ne pas avoir pu être présente. » Ça peut vraiment faire une grande différence parce que là, tu mets des mots sur ce qui a été ressenti. Quand tu disais que les choses ne sont pas dites directement, c'est souvent le cas. Elles sont ressenties indirectement, mais ces ressentis sont réels et façonnent des croyances et des habitudes. Si tu dis ces mots, tu vois, ils correspondent, tu n'avais pas tort. Ta réalité était légitime, tu comprends? Maman était là, papa était indisponible pour une raison ou une autre. Raison, j'ai beaucoup pleuré, oui. Maman était dépassée, tu sais, il se passait beaucoup de choses. Ce n'était pas lié à toi, les enfants font souvent ça. Ils vont aussi impliquer l'autre parent? Non. Par exemple, si je disais que j'étais vraiment, tu sais, tu ne veux pas qu'il pense, est-ce qu'elle avait des difficultés car il n'aidait pas? Est-ce qu'il était, tu vois, tu ne veux pas insinuer. Je veux dire, c'est aussi ce qui est difficile parce que et c'est justement quelque chose sur lequel j'aimerais que tu t'exprimes. Parfois, quand on prend vraiment conscience de soi, qu'on suit une thérapie, qu'on fait tout, lire le livre, cocher les cases, remplir les tableaux, tu sais, on peut presque avoir trop d'informations, ce qui peut souvent submerger les enfants. Ça peut aussi submerger les partenaires qui ne sont pas à ce niveau-là. Peux-tu parler un peu de la façon d'avoir toutes ces informations, mais aussi de savoir quand et où les partager autour de soi? Oui, je pense que l'important à comprendre et à reconnaître honnêtement, c'est quelle est notre intention ou notre attente lorsque nous partageons des informations. Parce que très souvent, nous partageons des informations pour provoquer un changement, pour amener quelqu'un à faire quelque chose différemment, n'est-ce pas? J'ai envie de te dire quelque chose sur toi. Pour nous entendre parler. Pour que, n'est-ce pas? Pour que je me sente légitime et que ce que je vis soit reconnu. Et maintenant, je t'offre cette prise de conscience pour que tu puisses faire quelque chose à ce sujet. Tu peux arrêter ce que tu fais ou faire un peu plus de ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Il y a une intention derrière tout ça. Ce n'est pas pour dire que, bien sûr, parfois nous voulons ou avons besoin que notre partenaire change. Et le point de vue de quelqu'un d'autre que soi-même peut parfois, à contre-cœur, être l'information dont nous avons besoin pour amorcer un changement. La plupart d'entre nous qui comprenons, cornons les pages et travaillons savent que c'est l'engagement quotidien de créer une nouvelle action. Donc, ce n'est pas pour dire que l'une des intentions de partager des informations ne pourrait pas être de créer ou de susciter un changement chez l'autre personne, mais j'essaie d'utiliser cela comme un repère, même pour moi-même. Si mon intention n'inclut pas aussi ma capacité à m'entendre parler et la réalité. Et cela correspond à ma capacité à valider ma réalité, à partager mon point de vue, à dire ce dont j'aurais besoin de ta part ou comment je vis cette relation. Pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose que nous n'avons pas eu la place de le faire.
Donc ensuite, si tu ne réponds pas à l'attente, n'est-ce pas, j'ai quand même pu exprimer ma vérité. Quand Maïm a ouvert ce segment de la conversation sur le fait que les gens se sentent presque mal à l'aise d'aller regarder ces choses-là parce que la réponse est souvent « tout va bien ». Je constate que nous n'avons même pas commencé à comprendre ce qu'est le potentiel humain, tant cela est ancré et normalisé. Tellement de gens vivent leur vie coincés, confus, émotionnellement déréglés, sans même se rendre compte de ce qu'est la dérégulation émotionnelle. Parce qu'ils passent tellement de temps à essayer de gérer ces émotions par la distraction numérique ou des dynamiques étranges, que ce soit dans les relations, au travail ou ailleurs. Nous ne nous sommes pas encore demandé comment écouter notre intuition et la suivre, comment se sentir plus vivant, et comment pouvons-nous nous sentir inspirés à faire les choses dans le monde qui nous enthousiasme. Parce que tout va simplement bien. Bien est l'ennemi de ce qui pourrait arriver ensuite. Oui, ces états émotionnels et ces modes de survie ont été tellement normalisés qu'ils nous semblent vraiment être qui nous sommes, comment nous serons toujours, et ce à quoi la société, n'est-ce pas, a contribué. C'est maintenant simplement ce qui a été attribué à l'humain. Il y a cela, et c'est une fonction de notre système nerveux. Il préfère ce qui est familier, même si le familier s'accompagne de douleur ou, vous savez, d'un manque d'épanouissement, cela devient cette base à laquelle nous continuons de revenir. Et souvent, cela demande justement de sortir de cette zone, n'est-ce pas? C'est le scénario classique où l'on ne remarque pas qu'on serre la mâchoire avant qu'on nous demande de la relâcher, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je n'avais même pas réalisé que je serrais la mâchoire avant que tu me demandes de décoller ma langue du palais et de laisser ma bouche ouverte. Waouh, c'est très différent de ce que je ressens d'habitude, non? J'ai dû changer pour m'en rendre compte, puis réaliser, attends un instant, je pense que tu as raison. Nombre de ces choses sont si normalisées dans la société qu'on a oublié notre potentiel. Si quelqu'un écoute et pense « je n'ai pas d'enfant, je suis en couple et tout va bien » ou peut-être célibataire. Peux-tu parler de la façon dont ces schémas s'appliquent aux amitiés, au travail ou à tout ce que tu veux accomplir dans la vie? Il ne s'agit pas seulement d'élever des enfants. Oh, bien sûr, ces schémas nous suivent dans toutes nos relations, pas seulement amoureuses ou familiales, même dans la relation à soi, n'est-ce pas? De la façon dont nous définissons notre propre valeur jusqu'aux choses que nous faisons quand personne ne nous regarde, n'est-ce pas? Et les habitudes et les choses, les comportements dysfonctionnels ou les moments honteux que nous voulons éviter. Tout cela, c'est quelque chose que nous avons appris, n'est-ce pas? Parce qu'enfant, nous n'apprenons pas seulement comment être présents pour préserver les liens ou éviter la déconnexion. Nous recevons des messages sur qui nous sommes, n'est-ce pas? Et donc, beaucoup d'entre nous ont ce message intériorisé qui ne dit pas que nous sommes des êtres dignes, créatifs, avec un potentiel infini, n'est-ce pas? Nous avons toutes ces croyances sur nos propres limites que nous perpétuons ensuite. C'est donc très répandu. Ce n'est pas seulement dans les relations, parentales. Aussi, en ce qui concerne la mâchoire, vous savez, c'est un très bon exemple. Et vous savez, si quelqu'un a déjà suivi une méditation guidée et vous savez, la première fois où vous écoutez vraiment et que vous comprenez, vous réalisez qu'il y a plein d'endroits dans votre corps dont vous n'aviez pas conscience. Je voulais rappeler que, comme on le sait, le corps garde la mémoire. Et vous savez, certaines d'entre nous ont tendance à se crisper dans le bas du dos. Vous recevez de nombreux témoignages. Le docteur Sarno a été le premier à remettre cela en question et à dire « Il semble exister un type de personnalité chez ceux qui ont souvent des problèmes de dos. Que se passe-t-il » En effet, c'est très fréquent. Beaucoup ont des problèmes d'estomac, le syndrome de l'intestin irritable, la colite, tout cela qu'on dit génétique, sans solution. Eh bien, devinez quoi? La médecine a complètement changé au cours des au moins 20 dernières années, je pense. Vous savez, on a commencé à en parler d'une manière tellement différente et surtout au cours des 10 dernières années. Pouvez-vous parler un peu de l'impact somatique du fait de refouler tout ça? Parce que je pense que beaucoup de gens pourraient se dire, vous savez quoi? Je vais juste mettre du gâteau au chocolat, de l'alcool, des cigarettes et de l'herbe par-dessus tout ça. Et ce sera assez lourd pour tout enfouir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre système nerveux quand on ne s'attaque pas à ça? Ça ne disparaît pas, n'est-ce pas? Et l'émotion, c'est de l'énergie. Donc réprimer, n'est-ce pas? C'est une énergie un peu refoulée, même si on n'y prête pas attention. On est devenu très habile à ne pas y prêter attention.
Cela signale du stress à notre système nerveux. Cela nous maintient littéralement dans un état de stress constant, un état chronique de stress. Donc, nos propres émotions deviennent alors un facteur de stress pour notre corps. Et si nous n'avons jamais pu traiter ou permettre à l'attention de se relâcher, ou alors toutes les hormones qui influent sur les expériences émotionnelles doivent être métabolisées. Alors cela continue d'impacter certains systèmes, comme notre fascia, cette sorte d'enveloppe en forme de toile qui recouvre tous nos organes et nos muscles. Et cela continue alors à s'activer comme si nous vivions toujours une situation stressante. Et donc, je sais que pour moi, j'ai tellement de tension tout autour de mon abdomen, comme le tronc de mon corps, parce qu'un des muscles principaux, le psoas, qui se connecte à tous les organes majeurs, nous permet de passer à l'action quand on en a besoin. Mais si nous envoyons constamment des signaux de stress, que ce soit parce qu'il est réel dans notre environnement ou qu'il est ancré dans notre corps pour des raisons émotionnelles, alors ce système facial va devenir très contracté. Et j'ai vu ça avec ma maman qui, toute sa vie, a souffert de douleurs chroniques d'origine inconnue. Elle est allée voir tous les médecins possibles pour essayer de comprendre d'où cela venait. Et en réalité, selon moi, tout cela était causé par une vie entière de contractions et de dérèglements du système nerveux. Et pour être clair, c'était une douleur bien réelle dans son corps. Je veux dire, elle gémissait et pleurait la nuit. C'était absolument déchirant. C'est très réel, mais à mon avis, encore une fois, c'est le summum. Vous savez, ce que nous apprenons maintenant, et encore une fois, il y a 10 ans à peine, c'était un sacrilège d'en parler. Et j'ai une amie qui a la maladie de Crohn depuis qu'elle est très jeune. Autrefois, on disait que c'était dans la tête. On lui disait simplement de respirer profondément, ce qui est très condescendant à dire à une jeune personne qui souffre énormément et qui ne peut pas contrôler son corps, n'est-ce pas? Mais ce que nous savons maintenant, et ce n'est pas un sacrilège de le dire, et nous en avons parlé avec Gabor Maté, c'est que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la proportion de femmes atteintes de maladies auto-immunes soit aussi élevée et qu'on agisse comme si c'était normal que notre corps ne reconnaisse pas nos propres organes, hormones et systèmes glandulaires, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est que votre système immunitaire est affecté par ce genre de stress, en gardant ses émotions à l'intérieur, n'est-ce pas? Votre fascia, votre système immunitaire. Je veux dire, toutes ces propriétés, la façon dont vous métabolisez les nutriments, il ne devrait pas être considéré comme normal que l'on observe une augmentation des jeunes atteints de cancer, même. Comme s'il se passait quelque chose dans le système, n'est-ce pas? Et si la réponse était juste ici? Évidemment, nous aussi, nous vivons dans une société, dans un monde où la bonne alimentation n'est pas naturelle, où nous vivons sous des lumières bleues, aucun de nous n'est au soleil et nous ne dormons pas bien, n'est-ce pas? Donc il y a tout cela aussi, mais il y a aussi à 100% l'aspect intérieur. Je pense que le plus triste pour ces personnes, c'est qu'elles consultent plusieurs médecins et sont en partie amenées à douter d'elles-mêmes par le corps médical. La plupart de ces personnes, n'est-ce pas, ont grandi avec ce genre de blessure ou de traumatisme initial, c'est-à-dire avoir un parent qui nie leur réalité. C'est donc un peu comme une répétition du même schéma où vous avez compris que vos émotions sont vos instincts internes, car un parent a minimisé votre détresse. Où il n'y avait pas de place pour que vous puissiez les exprimer. Où il n'y avait pas de place. C'était comme dans ma famille. Il n'y avait rien d'ouvertement dit, mais il y avait tout simplement trop de stress dès le départ. Donc il n'y avait pas de place. Alors, avec le temps, on commence à nier ses propres instincts. Vous consultez maintenant un professionnel cherchant désespérément une réponse. Et dans une certaine mesure, non seulement vous êtes à nouveau traumatisé parce que vous n'avez pas de réponse et que vous luttez toujours contre une maladie auto-immune ou quel que soit le symptôme, mais en plus, d'une certaine façon, on vous fait à nouveau douter de vous, n'est-ce pas? On vous dit que non, ce n'est pas vraiment ce qui se passe, n'est-ce pas? Comme si vous exagériez. Le déni de la réalité. Je veux dire, je deviens un peu ému parce que ça peut être tellement subtil et tellement destructeur simplement d'écouter quand un enfant parle et qu'on lui dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, ce n'est pas à ça que sert ce jouet. » Et tout à coup, la chose qu'ils essayèrent de faire, c'est-à-dire chercher à se connecter et partager quelque chose avec vous, a été détournée en quelque chose qui leur signale qu'ils ont tort, que leur monde intérieur dysfonctionne, que quelque chose cloche, qu'ils perçoivent mal le monde. Et quel impact sur leurs instincts? Cela vous rend complexé, dans l'évitement, dénigrant envers vous-même et vous pousse à adopter des comportements dictés par la honte. C'est la blessure d'humiliation. Et j'ai envie d'aller encore un peu plus loin là-dedans quand tu as parlé de « Oh, si je peux juste combler ça avec du gâteau au chocolat ». Les gens ne réalisent même pas qu'ils sont poussés à agir à cause de cela. Et je peux parler d'après ma propre expérience. Je suis descendu au studio il y a environ 3 nuits.
et la première chose que j'ai faite, c'est de fouiller dans le placard et de manger tout le chocolat. Et ce n'est qu'un jour plus tard que j'ai reconnu l'émotion que je traversais, l'incertitude que j'avais, le fait de devoir gérer comme 6 choses inconnues. Je me suis dit, j'en suis arrivé là et je sais que j'ai un problème avec le sucre. À ce moment, je pensais juste, il y a du sucre, je vais en prendre un peu, ce n'est pas grave, je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Combien des emplois que nous poursuivons, des relations que nous cherchons, des jeux vidéo que nous pensons simplement vouloir conquérir, combien de tout cela est le résultat de notre incapacité à nous poser, à traverser tout ça et à ressentir ce que ressent cet enfant en nous qui disait « Le monde n'est-il pas comme ça ?» et à qui on a dit que ce n'était pas le cas, essaye simplement de trouver sa voie. Combien de relations évitons-nous, d'emplois refusons-nous et d'opportunités laissons-nous passer simplement parce que nous ne nous sentons pas dignes ou capables? N'est-ce pas? Je veux dire, c'est partout. C'est partout. Je secoue la tête car je ne serais pas ici aujourd'hui si j'avais écouté mon enfant intérieur. Parce que quand j'ai commencé à, penser de façon holistique et à parler de ce que je faisais d'abord à ma partenaire, Loli, qui a été avec moi tout au long de ce parcours depuis le début, et elle me disait, Nicole, c'est tellement important, c'est révolutionnaire, tu dois en parler aux gens. Et moi, je disais, personne ne veut m'écouter, je ne peux pas aller sur Interne et en parler aux gens. Et ça l'est encore par moments. Tu vois, il y avait une enfant intérieure en moi qui disait « Non, ne me vois pas, ne m'écoute pas, sauf si je suis dans un espace vraiment contrôlé où je fais des choses que je sais bien faire, ce qui n'est absolument pas la prise de parole en public. » Donc pour moi, tu vois, c'est encore comme si je n'avais pas eu assez de conscience de moi-même et un partenaire qui me soutient pour m'aider à dépasser cette résistance, j'aurais refusé l'opportunité de vraiment vivre avec de l'impact. Mais je voudrais aussi dire rapidement quelque chose à propos de l'addiction parce que c'est un peu ce dont on parle. J'ai longtemps travaillé avec des personnes à divers stades d'addiction, en hospitalisation, ambulatoire ou auprès de familles concernées. Et je crois, et j'en parle dans le livre, que l'addiction n'est pas aussi limitée qu'on le pense généralement. Je veux dire, c'est un peu plus large maintenant avec les jeux d'argent en ligne et tout ça, mais je pense qu'il y a tellement de comportements, comme tu le disais, Jonathan, qui sont des addictions, parce que les addictions sont une façon d'essayer de faire face, n'est-ce pas? C'est un mécanisme d'adaptation, selon moi, pas une puce génétique. Oui, les habitudes se transmettent de génération en génération juste pour mettre des mots sur tout ce dont on parle, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est génétiquement condamné à développer une addiction. Et l'addiction va se développer quand nous n'avons aucun autre moyen de gérer nos émotions. Et nous ressentons une telle honte que parfois le sentiment d'indignité devient lui-même le déclencheur. Nous avons discuté de l'addiction avec de nombreuses personnes. En fait, ce n'est pas le problème, mais la solution proposée. Exactement. Une solution belle, parfois intelligente, mais avec de graves conséquences. Peu importe ce que je ressens, je ne veux pas le ressentir. Alors je vais faire n'importe quoi, regarder du porno, manger, fumer, me droguer, boire, comme si c'était la solution. Et c'est pour ça que, quand les gens deviennent sobres, c'est souvent pire qu'avant pour leurs partenaires et les personnes qui les aiment, parce que maintenant tu vois ton partenaire sans aucun mécanisme d'adaptation. On leur a enlevé leur solution et maintenant ils se retrouvent face à la raison exacte pour laquelle ils ont commencé à consommer. Oui, et pour compliquer encore les choses, si on revient même au sucre qui est une addiction très courante et très banalisée, que j'ai moi-même aussi, le sucre provoque une réaction physiologique très intéressante en nous qui, dans une certaine mesure, libère de l'ocytocine, ce qui nous fait nous sentir bien, réconfortés et connectés. Et donc, si on relie tout ça, si on se sent déconnecté, indigne, n'est-ce pas? Cette blessure est en quelque sorte, si nous avons beaucoup de cortisol, le sucre devient l'habitude la plus réconfortante, la plus apaisante. La plupart d'entre nous en ont déjà dans leur alimentation ou leur placard. Et donc, nous continuons en quelque sorte à entretenir, n'est-ce pas, un sentiment qui est une forme d'évasion, parce que c'est ça, l'adaptation, le moyen le plus rapide. Notre système nerveux retient la méthode la plus rapide, celle qui, cette fois-là, était la seule à soulager mon inconfort, mais cela ne disparaît jamais vraiment. Comme tu le dis, ça apparaît quand nous n'avons plus l'outil pour faire face. Et aussi, tu sais, le domaine de la médecine fonctionnelle et surtout la médecine fonctionnelle dans les domaines de la psychologie nous montrent un peu cela. Il y a certains organismes vont avoir tendance à rechercher certaines choses pour essayer d'apaiser ce qui se passe. Donc, maintenant, on peut regarder les récepteurs de la sérotonine. On peut examiner ces choses et se demander comment ton corps a-t-il été programmé à réagir. Et ça a du sens. Vous savez, vous entendez des médecins dire « Oh, si je regardais ce profil génétique, je pourrais prédire, sans même vous connaître, quels sont vos 3 principaux déclencheurs et quels sont vos 3 principaux réconforts, n'est-ce pas? » Et si souvent le sucre devient cette chose pour la personnalité dépressive, la personnalité anxieuse, c'est comme
Je n'y peux rien, n'est-ce pas? Et c'est ce que l'on ressent. Ça fait du bien. Je n'y peux rien. Compliquons un peu et remontons l'histoire bien plus loin, où pour certains, la façon dont notre corps métabolise les nutriments ou stocke la graisse a été influencée par des environnements auxquels nous n'avons jamais appartenu. Beaucoup d'entre nous ont, dans leur famille, connu la pénurie alimentaire ou des périodes sans accès à des aliments nutritifs. Et donc, la solution biologique adaptative la plus incroyable, c'est de modifier la façon dont nos gènes fonctionnent pour commencer à stocker de la graisse afin d'être prêts pour la prochaine période de pénurie alimentaire. Et donc, des générations plus tard, nous pourrions naître dans une famille. Mon père a des comportements liés à la peur du manque, hérité d'une époque où ses besoins n'étaient pas satisfaits et transmis de génération en génération. Pourquoi garde-t-on toutes ces affaires et de la nourriture avariée dans le réfrigérateur? Nous venons de survivre à une guerre. Mais cela reste de la nourriture, non? Mon partenaire a dû m'apprendre que quand elle n'a plus de goût, elle n'a plus de nutriments. Je devais m'en souvenir parce qu'on gardait tout, non? On s'accroche à la nourriture, aux calories, à nos comportements, on accumule, on fait tout cela, parfois en réaction à des environnements où l'on ne vit même pas. Donc, parlons ensuite du corps, n'est-ce pas? On grandit dans un corps qui pense manquer de nourriture et qui retient tout, puis on vit dans une culture qui idéalise certains corps. On se sent encore plus honteuse et brisée, car malgré nos efforts pour bien manger, on ne perd pas de poids. Eh bien, et puis avoir un peu plus de poids sur soi dans les générations précédentes, ça voulait dire qu'on pouvait survivre, peu importe ce qui allait arriver. C'était un signe de richesse, non? À certaines époques. Le mot en yiddish est zaftig. C'est un mot agréable, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu es ronde, que tu es en bonne santé, que tu es en bonne santé. Même d'un point de vue psychologique, pour certaines, c'est une forme de protection. Beaucoup de choses sont liées au corps et à l'alimentation. Tu consacres, tu sais, une place importante et bien méritée du livre à la honte. J'adorerais parler de la honte. L'acronyme que j'ai entendu, c'est SHAME pour Should Have Already Mastered Everything. C'est à ça que je pense quand je pense à la honte. Et c'est généralement ce que je ressens. Je me demande si tu peux en parler un peu. Je veux dire, il y a beaucoup de façons dont on réagit quand on ressent de la honte. Et je n'avais pas pensé à la recherche de l'approbation, l'évitement, l'isolement, la projection, la conscience du corps, la surcompensation, le besoin de tout contrôler, le fait d'avoir des secrets, d'être sur la défensive, l'automutilation. Je n'avais pas pensé à ces choses-là comme étant des réactions à la honte. Pouvez-vous parler un peu de ce qu'est la honte? Comment nous ressentons la honte? Comment on la distingue de la culpabilité et à quoi cela ressemble lorsqu'un enfant ressent de la honte? Donc, contrairement à la culpabilité, qui est un sentiment que nous avons à propos d'un comportement, n'est-ce pas, nous nous sentons mal à propos de quelque chose que nous avons fait. La honte est un sentiment plus envahissant, basé sur l'identité, où l'on se sent mal à propos de qui l'on est. Et la honte, n'est-ce pas? Encore une fois, pour revenir à cette idée que j'évoquais plus tôt, selon laquelle nous apprenons qui nous sommes et ce que nous valons pendant l'enfance. Car bien souvent, la honte prend racine dans l'enfance lorsque nous n'étions pas considérés comme suffisants simplement pour qui nous étions, n'est-ce pas? Et je pense que tellement de personnes se retrouvent dans cette situation, non? Nous n'étions jugés suffisants que sous certaines conditions, lorsque nous le prouvions, ou lorsque nous étions sages, calmes, que nous ne faisions pas de vagues, ou quand nous en faisions trop, ou que nous prenions soin des autres, comme nous en avons parlé à propos du reparentage. Donc, nous et notre valeur intrinsèque, n'est-ce pas, sommes alors davantage définis par nos actions. Et la honte, à mon avis, on peut même la relier à un état du système nerveux marqué par la déconnexion et la fermeture, n'est-ce pas? Ou en fait, on se désincarne un peu, ou on se déconnecte de notre valeur intrinsèque, n'est-ce pas? On ne vit que certaines parties de nous qui sont montrées au monde, n'est-ce pas? On cache les choses que l'on pense qui pourraient nous faire rejeter ou abandonner à nouveau, tout comme dans l'enfance. Pour beaucoup d'entre nous, les actions ou l'inaction de nos premiers aidants ont un impact, car notre cerveau en développement ne pouvait pas prendre du recul ni reporter la responsabilité qui ne nous appartenait jamais vraiment. Nous leur donnons ce sens. Tu n'étais pas là pour moi ou tu m'as maltraité, parent, peu importe ce que tu as fait, c'est à cause de quelque chose d'indigne en moi. Dans l'enfance, c'est la forme ultime de contrôle. Pourquoi? Je ne peux pas partir, mais je peux remarquer ces signaux. Les enfants aussi sont très observateurs.
Ils vont remarquer ce qui rapproche un parent et maintient la connexion ou ce qui l'éloigne. Et ensuite, la honte s'installe vraiment chez nous si nous n'avons pas un parent qui dit « Tu sais quoi? Peut-être que je n'aime pas ce que tu as fait. » Pour être clair, il faut enseigner les limites aux enfants et les conséquences de leurs actes. La honte est saine car elle préserve les liens. On ne peut pas s'en débarrasser. Mais nous ne pouvons pas identifier comme plus sainement. Oui, nous identifions. Et j'essaie de réfléchir, tu sais, une fois, j'ai triché à un test d'orthographe. On avait ces bureaux avec une petite étagère. Il y avait comme une petite étagère en dessous. Je pensais savoir épeler et il me semble que le mot était déception. Ce qui est ironique. L'ironie ne m'échappe pas. Je viens de vérifier et confirmer, non? Et j'ai fini par avouer parce que je me sentais coupable, n'est-ce pas? Je me sentais coupable. Mais quand je réfléchis à ce qu'est la honte, vous savez, et elle et Madame Cass, c'était une enseignante vraiment merveilleuse. Rien de négatif n'en est ressorti. Mais ce qui pourrait conduire à la honte, c'est « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Si quelqu'un a déjà entendu un adulte lui crier « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» c'est la honte, non? On se dit qu'on est quelqu'un de mauvais, que c'est nous l'erreur, avec l'impression d'un défaut personnel. Je lis le tableau, vous savez, cela mène à se cacher, à l'autocritique ou au repli sur soi. Oh, Prenons aussi en compte le système scolaire, d'accord? Cela va même au-delà de l'éducation parentale à la maison. Je repense au fait que, heureusement, les systèmes scolaires évoluent et qu'il existe des écoles alternatives mieux adaptées aux besoins des enfants. Mais quand nous avons grandi, c'est encore principalement réservé aux personnes privilégiées. ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Vous savez, et les enfants, je ne compte plus le nombre de fois où ma partenaire, Loli, raconte des histoires horribles où, très jeune, on lui a fait passer un test d'aptitude. Très jeune, on lui a dit qu'elle deviendrait capitaine de remorqueur, ce qui la marque encore aujourd'hui. Elle est brillante, travaille à mes côtés à construire cette entreprise et je l'admire énormément. Ces choses sont très difficiles. Ce n'est pas qu'il y ait quelque chose de mal. Non, les capitaines de remorqueurs sont formidables, vous savez, à tous les capitaines de remorqueurs qui nous écoutent, mais je sais que ce n'est pas sa morphologie, elle ne serait tout simplement pas capitaine de remorqueur, elle n'est tout simplement pas faite pour ça. La vie en mer, ce n'est pas pour elle, mais cela mis à part, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est triste. Les messages qui étaient transmis, vous savez, parfois j'ai aussi le souvenir que ma mère exigeait des A partout, ma famille aussi. Et c'est parce que, encore une fois, ils pensaient que, vous savez, la réussite et les accomplissements étaient la façon pour moi d'être en sécurité financière à l'âge adulte, ce qui était en partie faux, mais pas complètement. En fait, les psychologues ne gagnent pas autant d'argent. Et ils n'ont pas non plus besoin d'avoir que des A. Non, mais d'une enfance dont je n'ai presque aucun souvenir. Je me rappelle pourtant le jour où je n'ai pas eu un A. J'ai peut-être eu mon Dieu 78, par exemple. Et nous devions faire signer notre contrôle. Je faisais face au dilemme ultime, dire à ma mère et lui montrer mon 78, qui n'est pas une si mauvaise note. Tu sais, ça arrive, tu sais, mais je ne l'ai pas fait. Et ma mère avait la signature la plus difficile à imiter. J'ai falsifié sa signature. Et je l'ai tellement mal fait que j'ai presque déchiré le papier. C'était tellement ridicule que ma prof l'a sûrement remarqué, mais je n'ai rien avoué. Je savais très bien cacher des secrets. Ma mère, moi, Surprise, la voilà. oui, je l'ai fait. Ma professeure devait s'en douter et avoir de la peine pour moi car j'avais toujours des A et personne n'en parlait. Je me souviens du stress et de la tourmente. J'avais tellement honte que ce 78 donne une mauvaise image de moi. J'avais peur que ma mère ne m'aime plus au point de me torturer moi-même. C'est l'un de mes rares souvenirs. Assise, m'acharnant avec du correcteur et tentant d'imiter la signature de ma mère. Quand on parle de la honte et quand tu disais que ça t'aurait empêché de poursuivre la vie que tu as finalement eue, peux-tu parler de la façon dont ces émotions non traitées, en particulier la honte, peuvent nous empêcher de suivre nos instincts, de suivre notre chemin de vie? Je crois que chacun de nous a un chemin de vie unique que nous sommes ici pour vivre. Et c'est en étant capable de suivre les signes, ces moments d'intuition, que nous y arrivons. Pouvez-vous parler de ce que c'est d'avoir accès à l'intuition et ensuite de ce qui bloque cela? Oui. Donc, pour continuer la conversation sur la honte entraîne une fermeture, n'est-ce pas? En fait, nous nous déconnectons de notre intuition. Nous vivons alors dans notre esprit, séparés de notre corps, en nous en remettant aux autres et en leur demandant leur avis, les jugeant plus dignes que nous. Et donc, nous ne nous connectons même pas à l'endroit en nous où vit l'intuition. Certains d'entre nous prennent en quelque sorte ce que j'appellerais vaguement l'opposé, n'est-ce pas? Ou nous sommes tellement à l'écoute de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Nous sommes hyper vigilantes. Nous sommes toujours en train de scruter, toujours sur nos gardes, toujours à la recherche du moindre changement d'humeur. Encore une fois,
Cette imprévisibilité de notre environnement précoce nous obligeait à être attentives ainsi, n'est-ce pas? Donc maintenant, encore une fois, nous sommes déconnectés dans une certaine mesure, mais nous sommes aussi trop activés. Nous percevons mal les choses. Je veux dire, il y a des études vraiment puissantes qui montrent que plus il y a de traumatismes, surtout quand ils sont d'origine relationnelle, plus nous avons tendance à interpréter des stimuli neutres comme menaçants, comme agressifs, n'est-ce pas? Donc maintenant, quand on parle des instincts, C'est rester sur ses gardes, sur la défensive. n'est-ce pas? Pensez, comme vous l'avez lu plus tôt, que tout le monde est dangereux, que le monde est dangereux, que personne n'est digne de confiance, même dans un moment où la sécurité est présente. Donc, toutes les stratégies que notre système nerveux a apprises pour survivre à l'imprévisibilité et aux besoins non satisfaits nous suivent et deviennent instinctives. On est juste persuadé qu'on ne peut pas faire confiance à cette personne sans savoir pourquoi. Ils ne nous ont donné aucune raison logique de ne pas leur faire confiance, c'est juste un ressenti. C'est déroutant, car on croit que nos sentiments sont notre boussole. Nous avons longtemps fusionné avec des états de survie, comme on l'évoquait plus tôt avec la mâchoire, n'est-ce pas? Être constamment sur nos gardes nous a semblé tellement normal qu'on pense vraiment que c'est notre intuition qui nous dit qu'on est en sécurité avec personne. Ce n'est pas une véritable intuition, mais plutôt une intuition influencée, en fait un mode de survie à l'œuvre. Et aussi, et je pense que cela fait écho, vous savez, à tout le concept de ce livre. Et je veux parler du reparentage ensuite, mais l'idée que vous pensez vous promener avec un enfant intérieur est incorrecte. Votre enfant intérieur est à l'extérieur. Il interagit avec chaque personne. Il se vexe. Il est blessé. Il pleure. Il n'arrive pas à réguler ses émotions. Il essaie de combler le vide en forme de Dieu. Votre enfant intérieur est à l'extérieur de vous. Donc toutes ces blessures, n'est-ce pas, que nous pensons être à l'intérieur et que personne n'a besoin de savoir. Et tu n'as pas besoin de savoir comment était ma mère. Et genre, je vais bien, n'est-ce pas? En fait, tu les répands partout dans la rue. Elles sont visibles. Tu n'es pas complètement dedans. Peux-tu nous emmener un peu plus loin, approfondir cette notion d'intuition? Qu'est-ce que ça fait d'avoir accès à cette boussole intérieure? Avoir accès à une boussole intérieure, c'est avoir des moments de calme, une présence ancrée. C'est la capacité d'être flexible, non? On la perd quand on pense tout en noir ou blanc, sûr de connaître les intentions des autres. On perd un peu la nuance. Donc, on regagne ça. On voit aussi des possibilités et des solutions alternatives, n'est-ce pas? On peut devenir tellement rigide et borné. La créativité, n'est-ce pas? Peut-on développer cette partie? Parce que je pense que c'est peut-être l'élément le plus important que les gens ne comprennent pas. Nous voyons nos vies telles qu'elles sont, pas comme elles pourraient être. Comment ce travail et la reconnexion à cette boussole intérieure révèlent-ils une gamme de possibilités bien plus large? Donc d'abord, il s'agit simplement de se concentrer sur pourquoi nous ne pouvons pas voir ou pourquoi nous limitons notre vision. Encore une fois, une fonction très pratique de notre système nerveux est justement de faire cela. Rétrécir notre champ de conscience. Nous nous concentrons toujours sur ce qui capte notre attention, surtout en situation de stress, la menace présente. C'est pourquoi nous restons fixés sur ce qui nous dérange ou bouleverse. Nous ruminons cela dans notre tête et, encore une fois, nous ne pouvons alors voir que des solutions très limitées, n'est-ce pas? Généralement, ce qui a déjà fonctionné dans le passé, encore une fois, fonctionné étant utilisé de façon assez large, c'est-à-dire la solution la plus rapide, T'as permis de survivre? nous a permis de survivre et la façon la plus rapide d'apaiser l'inconfort à ce moment-là. Mais littéralement, notre système nerveux, même nos yeux se tournent vers l'intérieur. Nous devenons hyper concentrés sur ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est-à-dire la chose qui nous stresse. Donc nous limitons, n'est-ce pas, toute autre possibilité, solution ou facteur qui pourrait contribuer au comportement de quelqu'un. Et donc, jusqu'à ce que nous commencions à nouveau, non seulement par la prise de conscience, à pratiquer la régulation du système nerveux en remarquant d'abord quand nous sommes stressés, n'est-ce pas? Prendre des moments pour reconstruire une connexion avec notre corps afin que nous puissions déterminer à quel point nous sommes stressés, n'est-ce pas? Si nous sommes dans un moment d'activation, je veux dire, je sais que la plupart du temps, dans un moment de contrariété, je suis certaine que ce que je ressens est juste. Je me sentirai toujours comme ça. La seule solution, en général, c'est que tu fasses quelque chose de différent ou que tu dises que tu es désolé. Ou que nous rompions. Ou « Oh, j'adore ça ». Parfois même, je suis désolée, Loli, je vais le dire à l'antenne. Parfois, je balance encore ça, tu vois, dans un moment de contrariété. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai appris dans mon enfance, n'est-ce pas? Oh, si ça ne va pas, au moindre signe de tension, conflit, désaccord ou déception, je pars, tu vois. Pour me protéger, je me retire émotionnellement ou je dis parfois des choses blessantes comme « Peut-être que ça ne va pas marcher », même si je ne le pense pas.
Le temps passe, je vais marcher, je laisse mon corps se calmer. Et ensuite, je me sens un peu gênée, honteuse, tu vois, parce que je vois une autre solution. Je vois un couple qui s'aime vraiment et où chacun se sent en sécurité et en confiance, mais qui a juste traversé un moment difficile. Combien de fois, avec le temps, notre perspective change-t-elle naturellement? C'est quelque chose qu'on n'a jamais montré à beaucoup d'entre nous. Et j'imagine que cela dépend de la génération dans laquelle on a grandi, mais on n'a jamais montré à la plupart d'entre nous ce qu'est une régulation émotionnelle saine. Et certainement pas la réparation, quoi faire après. C'est ça. Comme la colère. Je ne sais pas à quoi ressemble la colère. Non, ma mère me boudait parfois des jours, des semaines, voire des mois, si c'était quelque chose de vraiment grave, comme quand j'ai fait mon coming out, ce qui n'était pas le résultat souhaité. Et puis, c'était comme si, un jour, sans raison, on recommençait à se parler, tu vois? Donc, aucune résolution. C'est vraiment déstabilisant. Je veux dire, ça te fait douter de la réalité, non? Ça te fait douter de la réalité, non? Tu te poses des questions. Évidemment, tu as l'impression que c'est toi qui as provoqué ça, tu vois, tu l'appelles comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une sorte de distance, non? Ou bien tu ne me réponds pas comme je le voudrais ou assez vite, n'est-ce pas? L'enfant intérieur pense: je sais ce que ça veut dire, Nicole. Tu as mal agi, tu as fait quelque chose de mal. Parfois, la meilleure solution est de te repousser avant d'être plus blessé. Et ça arrive dans les amitiés, ça arrive dans les dynamiques de travail, ça arrive avec d'autres membres de la famille, autres que tes enfants, comme tes cousins, ça arrive partout. Puisque tu es le dénominateur commun. Et combien de fois ça arrive au travail, n'est-ce pas? On te fait un retour et tu es convaincu que tu vas perdre ton emploi. Tu reçois un email pour une réunion standard demain et tu commences à paniquer, n'est-ce pas? Ou tu veux démissionner. Tu vas partir, n'est-ce pas? Va te faire voir. Je pars avant d'être viré. Pourtant, une part de toi sait que tu fais du bon travail. Tu viens d'avoir une excellente évaluation. À ce moment-là, l'enfant intérieur domine et pense que quelqu'un t'en veut, que tu n'as plus ta place dans ce travail. Si tu es entrepreneur, tu te demandes comment résoudre un problème en créant ta propre solution. La vie, c'est vraiment juste une série de problèmes qu'on doit gérer et une série de déconnexions. Et si on ne sait pas comment gérer ces déconnexions, alors on n'a pas d'option devant nous. Tu parles des différents types de sphères, celles dans lesquelles on évolue et dont les primates ont besoin. Et la partie du livre qui est consacrée au reparentage passe méthodiquement et magnifiquement en revue chacune de ces sphères, n'est-ce pas? Donc, si c'est un désir qui a été réprimé, voici les exercices, les réflexions, les actions que tu peux entreprendre pour réparer cela. Et tu passes en revue chacune des sphères. Donc, nous n'allons pas pouvoir toutes les aborder, mais je me demande si tu pourrais en parler un peu pour les personnes qui, encore une fois, pourraient lever les yeux au ciel devant cette notion de reparentage. Ça a l'air tellement gentillet, n'est-ce pas? On dirait que je n'ai pas accès à ça. Tu parles du reparentage comme d'un recablage. Je pense que c'est un excellent point de départ pour que tu nous aides à comprendre pourquoi ce n'est pas juste un truc un peu gnangnan comme « connecte-toi à ton enfant intérieur et kumbaya ». C'est comme si ton cerveau fonctionnait d'une certaine manière. Et si tu ressens une quelconque insatisfaction en toi, dans tes relations, au travail, avec tes amitiés, si quelque chose ne va pas, si les gens t'accusent d'être sensible ou réactive ou agressive, ou si tu as l'impression de mal choisir tes partenaires, n'est-ce pas? C'est probablement parce qu'il y a quelque chose qui est ancré dans ton système. Comment le reparentage peut-il changer ce câblage? Oui, donc ces habitudes dysfonctionnelles, tu vois, apparaissent généralement dans des moments où il y a une similarité avec ces premières expériences. Premièrement, parlons de la similarité. Toute transformation commence par instaurer sécurité et sûreté en nous, en se reconnectant d'abord avec notre corps. Remarquez quand notre corps ne se sent pas en sécurité, remarquez quand nos muscles se contractent, que notre cœur s'accélère, que notre respiration devient plus rapide, ou qu'on retient notre souffle puis ralentir nos mouvements, ralentir notre respiration, tu vois. Relâcher cette tension, pas seulement une fois, mais de façon régulière au fil du temps, tu vois. On envoie ainsi des signaux. Donc, ça concerne toutes les personnes qui se disent « Je sais que je suis en sécurité, mais je n'arrive pas à me reposer. Je n'arrive pas à me détendre. Je n'arrive pas à dormir la nuit. » Tu vois? Je sais que mon partenaire rentre à la maison pour me retrouver, et pourtant, j'ai toutes ces pensées qui s'emballent sur à quel point je ne me sens pas en sécurité. Donc, en prenant conscience, bien sûr, tout changement commence d'abord par la prise de conscience, puis en choisissant de petits ajustements que nous pouvons faire pour créer de la sécurité. Parce qu'avec le reparentage, c'est vraiment un voyage où l'on s'accompagne soi-même dans le développement et où l'on devient la personne qui prend soin, qui est sécurisante, bienveillante, compatissante et soutenante, non seulement en pensée, mais aussi en action. Et cette partie liée à la pensée est importante parce qu'une fois que nous comprenons que oui, ces habitudes se sont formées dans un environnement où la sécurité était rare ou imprévisible, ou bien où je ne pouvais pas simplement être moi
moi-même où je ne me sentais pas digne d'être qui je suis, n'est-ce pas? Donc, pour beaucoup d'entre nous, cette partie de nous permet d'avoir de la compassion pour ces aspects parce que je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'ils ne vont pas disparaître. Mais nous restons déconnectés de nous-mêmes lorsque nous avons honte de ces parties et ignorons que, pour certains, notre critique intérieure vise à nous protéger, n'est-ce pas? Enfant, j'ai compris qu'être trop dramatique faisait crier maman ou, pour moi, la poussait à m'ignorer. J'ai donc appris à l'être moins. J'ai maintenant cette voix qui me rappelle les conséquences si je dramatise trop, c'est une protection. Donc, tout ce avec quoi nous luttons, si nous pouvons simplement accueillir le fait que, premièrement, c'est là, et deuxièmement, c'est là pour une raison, n'est-ce pas? Cela s'est formé à un moment où c'était la seule option que nous avions. Nous devions agir ainsi pour instaurer la sécurité. Et puis, troisièmement, nous ouvrir à la possibilité de commencer à nous montrer autrement, parce que c'est ça, le vrai sens du reparentage et de la guérison. C'est apprendre à vivre le moment présent d'une nouvelle manière, en faisant un choix différent. Il est important de rappeler que vous n'avez pas à guérir tous vos traumatismes pour voir une différence, n'est-ce pas? C'est comme quand on dit de se calmer et de se détendre. Nous ne disons pas que vous devez toujours être détendu. Et d'ailleurs, ce n'est pas possible. Donc, autre précision, cet état, moi, la psychologue holistique, je ne l'ai jamais trouvé. Si un auditeur l'a trouvé, qu'il me le dise. Il n'y a pas de « c'est fini, je suis guéri ». Je suis zen et en paix tout le temps. L'expérience humaine est teintée de difficultés, d'émotions, de luttes, de déconnexions, de désaccords, n'est-ce pas? Donc le but est simplement de s'équiper pour se présenter avec intention et alignement, n'est-ce pas? Pour pouvoir choisir comment je veux avancer. Et la réalité, c'est que le changement arrive progressivement. Ça n'arrive pas en un éclair soudain, lors d'un moment dramatique et révélateur ou d'un coup de baguette magique. Je me sens complètement différente. Et bien souvent, on ne se sent pas différente pendant un certain temps, n'est-ce pas? Il faut répondre présent. Et je pense que c'est ce qui empêche beaucoup d'entre nous de commencer, moi y compris. J'attends d'être prête, inspirée ou à l'aise pour parler en public et raconter à nouveau mon histoire, n'est-ce pas? Si j'avais attendu ça, j'attendrais encore aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai dû me lancer alors que je n'étais pas à l'aise au début, tu vois, me convaincre à chaque fois que je ne suis pas si nulle et que ce que les gens vont penser n'a pas d'importance. Parfois, j'ai même eu la confirmation de combien je suis nulle et de ce que les gens pensent. Oui, et j'ai quand même dû continuer, tu vois. Maintenant, mon expérience et mon ressenti ont commencé à changer. Mais encore une fois, si on y va en pensant qu'il faut attendre de ressentir les choses autrement et que ça ne demandera pas d'engagement concret, on va continuer à être frustré ou peut-être à blâmer le monde qui nous entoure. Tu sais quoi? C'est ça la vie. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, évidemment, il y a un début et on est toujours un peu au milieu, mais on ne sait jamais quand la fin arrive, n'est-ce pas? Donc le travail qu'on fait, c'est le travail de ta vie. Chaque relation dans laquelle tu es, c'est une occasion de t'exercer. Et pour celles d'entre nous qui pensent à une puissance supérieure ou à Dieu, comme Dieu ou l'univers, si tu n'aimes pas le mot Dieu, l'univers va continuer à te donner une occasion C'est certain. de réparer, n'est-ce pas? Il continuera à dire « et maintenant? Et maintenant ?» Comme on essaie de te donner les leçons. C'est ça. C'est l'histoire du déluge. Le pompier frappe, l'homme répond « Dieu va me sauver ». Un bateau, puis un hélicoptère arrive, il dit toujours « Dieu va me sauver ». Il arrive au paradis et Dieu lui dit « Je t'ai envoyé un pompier, un bateau et un hélicoptère. Tu sais, tends la main, non ?» Donc c'est un peu ce genre de travail. Ça va te suivre. Tu sais, les émotions, c'est comme le pipi, non? Tu peux essayer de les retenir, mais elles vont finir par sortir. Je vais partager une expérience personnelle, quelque chose que j'ai vécu très tôt dans ma vie et qui s'est répété encore et encore. Et cela va revenir à cette idée de la maltraitance entre frères et sœurs, ce que beaucoup de gens n'ont même pas envisagé, à savoir que quelqu'un de très proche d'eux pourrait causer un énorme conflit émotionnel. J'avais une relation très intense avec mon grand frère. Je l'aimais inconditionnellement. Pour moi, c'était la meilleure personne au monde. Et en plus, il était beaucoup plus grand que moi. Et moi, presque comme un moyen d'interagir avec lui quand il m'ignorait, je le provoquais comme un fou. Il m'attaquait, ce qui me contrariait vraiment. Nous avions cette dynamique de va-et-vient. Et surtout en grandissant, enfin, il me faisait mal. La rage que je ressentais envers lui était comme aucune autre rage que j'aurais pu ressentir, parce que je l'aimais tellement que, quand il en arrivait à ce point où j'étais tellement blessé physiquement, j'étais juste fou de colère. Cette rage m'a suivi. Cette rage m'a suivi dans une autre relation, des années et des années plus tard. Cette personne m'a mis en colère comme jamais.
La plupart des gens qui me connaissent disent ne jamais m'avoir vu en colère. Je t'ai déjà vu en colère. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Quand cette colère surgissait, c'était un mystère. C'était comme d'où ça vient. Pourquoi quelque chose d'aussi anodin semblait-il m'énerver autant? Donc, le premier moment. Tu n'as jamais fait le lien avec ça. Jamais fait le lien. Je croyais que le problème venait de la personne en face. Pourquoi agit-elle ainsi? C'est si déraisonnable. Et même dans le pire, quand j'étais vraiment en conflit, je montrais très rarement ma colère. C'était juste quelque chose que je ressentais à l'intérieur. J'ai jeté mon téléphone à travers la pièce, il a frappé un mur en briques, le téléphone s'est fissuré et je me suis dit, c'est peut-être un signe qu'il faut que les choses changent. J'ai cassé beaucoup de téléphones. Il est un amateur. Le début du changement, c'était d'identifier et de dire « D'accord, extérioriser cette rage, c'est un comportement du cercle rouge. Je ne veux pas en arriver là. » Donc je dois identifier « Oh, attends une seconde. Je ressens maintenant quelque chose qui n'a probablement rien à voir avec cette personne. Il se passe quelque chose. Si la réaction est disproportionnée, c'est qu'elle vient du passé. Et je dois me retenir. Ça ne veut pas dire que la colère disparaît. Ça ne veut pas dire ça, mais je me fixe des limites, comme un enfant qui va faire une crise. Tu as le droit d'être contrarié. Tu n'as pas le droit de tout casser. Et commencer à travailler avec cette partie pour dire « D'accord, je la reconnais, je la vois. » Donc, quand tu parles d'abord de l'identifier, comme quoi il faut en être conscient, eh bien, comment fait-on ensuite pour se contenir et offrir ce cadre? Oui, la colère est une émotion essentielle et motivante. Elle indique quand nos limites sont dépassées ou nos besoins ignorés trop longtemps. C'est souvent la dernière étape. Et moi, comme toi, j'ai eu l'habitude de, et ça s'est un peu mêlé à mon envie de trop analyser les choses. Moi, mon habitude, c'est de prendre du recul chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose qui aurait pu me contrarier, peu importe ce que ça aurait pu être sur le moment, et de rationaliser ma contrariété au point de trop comprendre. Oh, eh bien oui. Ça m'a suivi jusqu'à maintenant, comme tu dis, les choses ne disparaissent pas. L'univers répète, ça recommence, ça recommence, ça recommence, n'est-ce pas? Donc, dans une relation plus récente, tu vois, j'ai tout rationalisé parce que je comprenais le passé de cette personne et ce qui avait provoqué chez elle ces moments explosifs, et donc je savais qu'elle ne le pensait pas vraiment et que ce n'était pas contre moi. Alors, j'ai accepté. Je me suis retiré de l'équation et j'ai alors dépassé mes propres limites. Donc, pour être clair, certains d'entre nous pensent qu'une limite consiste à poser un ultimatum ou à faire peser une attente sur quelqu'un d'autre. Non, c'est moi qui dis « Oh, je ne vais pas, tu sais, être impliqué ou communiquer avec toi quand tu es dans cet état d'agitation. Je vais me retirer, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai laissé de la place encore et j'ai fait preuve de compréhension et encore de compréhension. Et puis, une fois que j'ai eu fini avec ça, et puis je suis devenue Et tu portes tout ça. une personne en colère qui crie, hurle et peut-être lance un ou deux objets moi-même, tu sais, dans un moment compréhensible de colère refoulée. Cela venait de tant de moments où je m'étais effacée, où j'avais mis de côté mes besoins, mon point de vue, même dans la conversation. Et tu deviens déraisonnable parce que tu as essayé d'aider. Avec toi. Tu sais pourquoi tu agis comme ça. Maintenant, c'est toi le problème. Et en réalité, oui, j'agissais de façon problématique à 100%. Mon problème a débuté enfant, quand je ne pouvais pas dire à mes parents qu'ils n'étaient pas capables d'être présents comme je le voulais. Tu sais, j'ai besoin de ces choses et mes besoins ne sont pas satisfaits, donc je dois agir et prendre mes responsabilités, non? Pour trouver la sécurité en moi-même et dans d'autres relations avec des personnes qui ne sont ni dans l'explosion ni dans le retrait, afin que je n'ai pas à te gérer. Jonathan, merci d'avoir parlé si honnêtement de ce genre de dynamique fraternelle. Ce sujet n'est pas souvent abordé et nous sommes heureuses que tu en parles. Peux-tu parler un peu de la différence entre la tension normale entre frères et sœurs, les jeux brusques, les bagarres? Qu'est-ce que la maltraitance entre frères et sœurs et ses effets sur l'enfant intérieur? Cela concerne-t-il les deux enfants intérieurs? Merci, Jonathan, d'avoir partagé cela parce que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas, car c'est honteux. Parce que, encore une fois, je pense que les gens supposent que si quelqu'un reconnaît avoir été maltraité par ses frères ou sœurs, alors d'une certaine manière, les parents sont responsables. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, les parents n'ont pas un rôle à jouer. Et bien sûr, tu sais, il y a la modélisation des comportements et des actions qui sont ensuite reproduits. Encore une fois, il y a tellement de dynamiques. Les enfants reproduisent souvent les tensions familiales. Exactement. Donc, c'est en quelque sorte la tension ou les
les dynamiques qu'ils voient ou la tension qu'ils vivent à l'école, qui se retrouvent maintenant à la maison et se manifestent par du harcèlement. Ou encore, le parent lui-même n'a pas les outils nécessaires. Donc, ils adoptent peut-être différents comportements de harcèlement. Et ensuite, l'enfant reproduit ces comportements. Parce que, encore une fois, les enfants n'ont pas le langage, ils n'ont pas la logique, ils ne font que réagir. Les enfants rejouent de la scène, puis les parents reviennent sans vraiment savoir ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, il y a des enfants qui se développent normalement les uns à côté des autres. Bien sûr, il va y avoir des défis liés au développement. Il va y avoir des défis liés à l'ordre de naissance. Pour être clair, il y a des différences de personnalité et d'attention, n'est-ce pas? Les enfants voient quand l'un d'eux est traité différemment par les parents. Cela influence ensuite beaucoup les relations entre frères et sœurs. Donc, pour être clair, vous savez, les désaccords, les conflits, comme dans toute relation, c'est une partie normale, surtout quand on vit dans une cocotte minute, surtout à certains âges du développement, comme la préadolescence, l'adolescence, n'est-ce pas? Beaucoup d'hormones. Chaque année de leur vie. Tout à fait, n'est-ce pas? J'ai 2 frères et sœurs bien plus âgés avec 15 et 18 ans d'écart, si bien que je me sens fille unique. C'est donc une expérience particulière. J'ai des frères et sœurs, mais ce n'est pas pareil, on n'a jamais eu ça. Je ne peux pas vraiment m'identifier à la dynamique fraternelle ou sororale que certaines personnes connaissent, mais il y a quand même une limite où cela peut basculer dans des comportements abusifs qui parfois ressemblent à de la violence physique, n'est-ce pas? Où les choses dégénèrent physiquement avec des altercations. Cela peut aussi prendre une forme plus émotionnelle avec des moqueries ou, vous savez, des propos diffamatoires ou des insultes. Il peut y avoir de l'ostracisme s'il y a plusieurs enfants, n'est-ce pas? Ou un enfant est mis à l'écart. Et il y a tellement, encore une fois, de dynamiques interpersonnelles qui vont apparaître et surtout ressortir à la maison. Encore une fois, ça se répercute lorsqu'un parent donne l'exemple, directement ou indirectement, ou quand un enfant ne peut exprimer ses émotions. Et aussi, juste pour clarifier, tu ne dis pas que toutes les taquineries sont abusives. Tu dis qu'entre frères et sœurs, ça peut aller jusqu'à un point où la limite est franchie. Tout à fait. Beaucoup dépend, tu vois, de l'expérience de la personne. Et de la fréquence et de l'intensité. Les taquineries aussi, tu vois. Il peut y avoir des plaisanteries bon enfant, puis des taquineries où la personne dit qu'elle est mal à l'aise ou le montre clairement. Et là, ça dépasse un peu les limites du bon esprit. Bien sûr, la fréquence, la durée, ce genre de choses. Des menaces, des choses comme ça. Et surtout si et quand l'enfant reconnaît et dit « Hey, ça me fait mal, arrête !» Et ça me met mal à l'aise. Et si ça continue malgré tout, alors je dirais que c'est un bon indicateur qu'il s'agit bien de maltraitance. Selon toi, la maltraitance entre frères et sœurs est-elle fréquente? Je pense que c'est sûrement plus courant qu'on ne le croit, car peu de gens veulent en parler. Parfois, il est difficile pour certains de parler de leurs parents et de ce qui s'est réellement passé ou non chez eux, car on veut encore protéger. On ne veut pas, on a honte d'avoir laissé ces choses arriver, n'est-ce pas? Ou alors c'est arrivé sans qu'on le réalise, n'est-ce pas? Pour toutes ces raisons. Donc, je ne sais pas s'il y a une personne, un chiffre qui a même été déterminé, mais j'aurais l'impression que s'il y avait un chiffre, il serait probablement plus bas que... Parce que, encore une fois, les enfants apprennent et ils absorbent, et ils n'ont pas, et très souvent, encore une fois, les enfants passent plus de temps avec leurs frères et sœurs et leurs parents. Si les parents sont souvent absents physiquement ou émotionnellement, j'ai au moins ce ressenti, parfois aussi avec les frères et sœurs. Ces dynamiques apparaissent alors dans ces relations. Je pense que le verdict a été rendu concernant le fait de frapper les enfants. Et je sais qu'il y a des distinctions que les gens font entre une tape sur les fesses quand quelqu'un court dans la rue et quelque chose de routinier. Tu vas être puni par une fessée ou bien frappé sous le coup de la colère, ce qui est évidemment très, très troublant et bouleversant. Mais il y a eu, vous savez, une sorte de mouvement de balancier. Et j'ai entendu de plus en plus de discussions disant que le problème avec l'Amérique, c'est que les enfants n'ont aucun respect parce que personne ne les frappe. Et revenons au bon vieux temps où ils savaient qui était le patron et où ils recevaient une bonne fessée de temps en temps, n'est-ce pas? Et je me demande si tu peux parler un peu de ce qui se passe, tu sais, au niveau neurologique, somatique et aussi psychologique, quand un enfant subit l'incapacité de quelqu'un d'autre à contrôler sa colère. En tant que parent, je peux te dire que chaque fois qu'il m'est arrivé d'imaginer vouloir faire du mal à mon enfant, c'était uniquement parce que je n'avais pas le soutien, les ressources ou les outils pour gérer ce qui était en réalité un comportement assez normal.
Peux-tu en parler un peu? Oui, je veux dire, la première chose que je veux dire à ce sujet, c'est que rien ne dégrade plus le respect que la violence physique ou un comportement sans limite de cette manière. Parce que c'est exactement ça, c'est une violation des limites. Tu as franchi la limite physique, tu m'as frappé et tu m'as fait du mal. En plus, ça s'active quand quelqu'un subit une agression physique, même si c'est de la part d'un parent, ce qui est encore plus déroutant dans ce cas, n'est-ce pas? Quand la personne censée t'aimer, prendre soin de toi, te soutenir et te protéger devient celle dont la main te fait maintenant souffrir physiquement, n'est-ce pas? Ça suffit, même juste une main qui s'approche de toi, tu vois? Notre système nerveux, maintenant, c'est la main qui devient la menace. Peu importe qu'elle soit attachée à ma mère ou à mon père, c'est une main menaçante. Donc maintenant, mon système nerveux est activé, tu vois. Je suis en état d'alerte et ça ne va pas susciter le respect qu'on recherche. Cela n'apprend pas la résilience, même si beaucoup disent que le monde est dur et qu'il faut être prêt. Cela sert juste à te préparer à la vie. Les limites apprennent la résilience, n'est-ce pas? Comme celle sur le comportement, par exemple, expliquer à un enfant qu'une cuisinière est chaude, limite la capacité de l'enfant à se brûler ou la possibilité que l'enfant se brûle. Donc les limites sont absolument nécessaires, n'est-ce pas? Je pense que la question ici est comment est-ce que je communique les limites et ensuite les conséquences quand ces limites sont dépassées? Pour être clair, la violence physique effraie un enfant sans susciter le respect dont nous avons besoin. Donc, il s'agit, vous savez, de communiquer, n'est-ce pas, que les actions ont des conséquences, n'est-ce pas? Et permettre, dans une certaine mesure, quand c'est sûr et approprié, n'est-ce pas, à l'enfant de vivre la conséquence de son action, tout en étant une base de sécurité à la maison, n'est-ce pas? Quand un enfant est submergé et a besoin de revenir, mais nous avons besoin de limites, et nous devons et nous pouvons communiquer, n'est-ce pas, les conséquences des actions d'une manière différente qui ne déclenche pas. Car, encore une fois, lorsqu'un enfant a peur ou se sent menacé ou maltraité par un parent, n'est-ce pas, nous avons maintenant un tel conflit que, biologiquement, leur organisme dit non, c'est la personne à qui tu dois te connecter, c'est ton espace de sécurité. En même temps, ça dit mais ne t'approche pas trop. Car si tu fais une erreur ou que la personne est de mauvaise humeur à cause du travail, attention. Parfois, ce n'est même pas vraiment toi, n'est-ce pas? Alors, il pourrait aussi être la cause de ton traumatisme et de tes blessures. Et donc maintenant, tu vois, on crée un conflit en nous-mêmes où, encore une fois, en tant qu'enfant, on ne peut pas voir notre parent de façon réaliste. Ou nous ne pouvons pas accepter leur incompétence ou leur comportement abusif, parce que cela semble encore plus effrayant et menaçant, n'est-ce pas? Alors nous les idéalisons et nous nous rabaissons ou nous avons honte de nous-mêmes. Ce type de confusion est la meilleure façon de blesser l'enfant intérieur. C'est ça. Cette confusion. Et même quand les parents, vous savez, même s'il n'y a pas d'abus sexuel, n'est-ce pas? Si des limites sont franchies concernant ce que vous savez sur eux ou sur leur vie, ou s'il y a des commentaires ou des choses, ce genre de limite peut être très déroutant pour un enfant, n'est-ce pas? Et la confusion est très perturbante pour cet enfant intérieur. Oui. Et il en va de même pour un manque de... Enfin, tu viens de parler de communication, la confusion m'est venue à l'esprit. Il en va de même pour un manque de dialogue, n'est-ce pas? Je pense que certains d'entre nous ont été élevés par des parents qui ne voulaient pas que l'enfant soit exposé à quoi que ce soit. Tout se passait derrière des portes closes. Tu savais que maman et papa se disputaient derrière les portes à cause de la tension ou des cris, puis ils disaient « Ne dis rien ». Le silence aussi, non? Donc parfois, tu sais, les limites et ce qui se passe, et simplement communiquer de façon réaliste ce qui se passe. Tu sais, c'est surtout lors d'un divorce que c'est déroutant, non? Un enfant non informé des raisons de la séparation pensera qu'il en est responsable. On ne sait jamais quoi dire aux enfants. Reconnaître simplement que ce n'est pas toi suffit parfois. Pas besoin d'expliquer ce qui s'est passé dans le couple, juste dire « je te vois, je t'entends, ce n'est pas toi, c'est normal d'être triste ». Je peux encore détester le partenaire dont je me suis séparée, mais je peux comprendre pourquoi tu aimes encore ton coparent, tu sais, l'autre parent. Et donc, il y a tellement de choses que, tu sais, les parents essayent de faire avec de bonnes intentions, mais même frapper, tu vois. Dans une certaine mesure, l'intention est d'avoir un enfant qui ne fait pas de choses dangereuses, qui a de la résilience et qui peut faire face au monde. Mais encore une fois, ce n'est pas la voie pour créer cela, l'inculquer ou même en donner l'exemple à un enfant. Vous parlez du travail sur l'ombre. Qu'aimeriez-vous que nous sachions à propos des forces qui agissent sans que nous les voyions et qui pourraient avoir plus d'impact sur nos vies que nous ne le réalisons? Oui, je pense que ce qu'il faut retenir de toute cette conversation, j'espère, c'est qu'il y a des forces que nous ne voyons pas, n'est-ce pas? L'une d'elles est connue sous le nom d'ombre ou de côté sombre, même en partant simplement de la conversation sur la honte.
Beaucoup de choses qui se trouvent dans notre ombre sont toutes ces qualités ou attributs de nous-mêmes qui n'étaient pas les bienvenus, qui nous ont valu le rejet, l'abandon, la honte, les moqueries ou la maltraitance d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Nous avons marqué ces aspects comme intolérables, inacceptables. Ils font toujours partie de qui nous sommes. Mais parce qu'on nous a, vous savez, plus ou moins dit qu'ils étaient inappropriés d'une manière ou d'une autre, nous continuons à les garder plus ou moins sous la surface. On sent encore que partager ces aspects de nous-mêmes mènerait à l'humiliation et à l'abandon, comme auparavant. Nous faisons aussi quelque chose de magique avec elles. Projeter notre part d'ombre sur autrui. On le remarque souvent à travers nos réactions envers les autres, n'est-ce pas? Parfois, les choses qui nous dérangent chez les autres sont justement celles que nous essayons désespérément de cacher ou que nous aimerions désespérément voir en nous-mêmes. Pouvez-vous nous donner quelques exemples? Est-ce que c'est la même chose que le soi renié, le soi exilé? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Parce que Oui, c'est courant, c'est similaire à ces concepts. cela dépend de la famille. Par exemple, si vous êtes dans une famille où être bruyante n'est pas apprécié, n'est-ce pas? Les personnes bruyantes seront la bête noire de votre existence. Oh, elles sont tellement impolies, tellement grossières, ou peu importe comment vous pourriez les appeler. Trop exubérante. Cette personne est trop, n'est-ce pas? On peut ainsi projeter sur les autres le fait d'être bruyant. Donc c'est mon ombre qui est projeté. Ce sont mes propres choses qui m'énervent. Mon ombre n'aime pas quand les gens affirment directement leurs besoins, même si c'est utile. Je pense que tu es égoïste, irrespectueux. Qui es-tu? Comment oses-tu? Une autre chose que j'adore faire, n'est-ce pas? Vraiment? Parce qu'il y a une partie de moi qui veut désespérément pouvoir être aussi affirmée. Et j'apprends encore comment communiquer mes besoins d'une manière qui ne soit pas explosive ou qui ne reste pas complètement cachée parce que je me cache. Eh bien, et je pense que c'est l'un des repères les plus utiles pour le travail que tu fais et que tu partages avec les gens. Devine quoi? La façon dont tu interagis avec les autres, même les choses qui t'ennuient chez les autres. En fait, il ne s'agit pas vraiment d'eux. Et ce n'est pas forcément une question d'acceptation, n'est-ce pas? Certains disent qu'il faut accepter pour ne plus être gêné, mais en réalité, si tu le remarques, c'est que cela vient de toi. Et quelle partie de toi déteste chez toi ce que tu détestes chez les autres, ou qu'est-ce qu'on ne t'a pas permis d'exprimer, n'est-ce pas? Je parlais récemment avec un membre de ma famille et on discutait des différentes relations que notre famille a avec l'argent parce qu'il n'y en avait pas. Donc, quand il y a de la pauvreté, tu vois, soit tu as des personnes qui continuent avec cet état d'esprit de pauvreté et qui l'adaptent et essayent un peu de le cacher, tu vois. Ou alors tu as des personnes qui se disent bah, tant pis, je vais tout dépenser, tu vois, dès qu'il y a de l'argent. Et donc tu as ces deux réactions qui, au fond, sont un peu la même chose. J'ai peur qu'il n'y en ait pas assez, tu vois. Et donc, quand tu vois des gens, si tu es la personne avec un état d'esprit de pauvreté qui continue, les gens qui dépensent sont frivoles et ils sont dégoûtants, gaspilleurs, parce que tu as rejeté la partie de toi qui mérite que ses besoins soient satisfaits sur le plan financier, tu vois. Aide-nous à quitter cette conversation avec un peu d'espoir Une lueur d'espoir. de ce à quoi la vie peut ressembler. Nous avons établi que ce ne sera jamais le scénario parfait, mais donnez-nous une idée de ce que vous espérez pour les personnes qui font ce travail et, de l'autre côté, ce qu'elles peuvent vivre. Oui, de l'autre côté de ce travail, il y a la vie, pour ainsi dire, n'est-ce pas? C'est une vie de connexion, de conscience, de joie, de tristesse, n'est-ce pas? Toutes ces émotions humaines très complexes, encore une fois, pour lesquelles aucun de nous ne reçoit de manuel d'instruction. C'est cela qui fait notre expérience humaine. Nous cherchons tous à comprendre pourquoi nous sommes ici, et c'est sans doute la raison, non? Pour vivre ces expériences plus tangibles, pour avoir l'opportunité d'apprendre et de grandir grâce à une autre personne. Je veux dire, les relations sont vraiment des miroirs. Elles sont un reflet, n'est-ce pas? Elles font ressortir des parties de nous dont nous ne soupçonnions pas l'existence et dont nous pouvons être fiers, et d'autres parties que nous ne connaissions pas et que nous pouvons, vous savez, ajuster et changer. Cela éveille la conscience chez celles qui doutent de leur identité et de leurs actions, et clarifie qui nous sommes, ce que nous voulons et désirons, menant ainsi à la réalisation de ces désirs, à un but et à la passion. Et pour être clair, cela n'a pas besoin de se vivre sur une scène grandiose. Comme vous savez, nous sommes évidemment ici en train de faire cela de façon plus publique. Mais je veux dire, le but, c'est simplement de se manifester dans notre élan créatif et d'avoir un impact sur la vie des gens autour de nous. Nous nous reconnectons alors à tout ce qui est, peu importe le langage qu'on veut utiliser. Mais le fait que nous ne soyons pas seuls, même ceux d'entre nous qui se sentent tellement seuls, je ne peux pas... Je me souviens, jusqu'à la trentaine, vraiment, j'étais une petite fille vivant à New York.
me sentant seule dans une pièce bondée, peu importe qui était autour de moi à tout moment, tu vois. Donc, nous pouvons rétablir une connexion, même si nous vivons seuls pour une raison ou une autre, nous sommes connectés à quelque chose qui nous dépasse et à une sorte d'état transcendantal de connaissance supérieure, tu sais, de compréhension. Je pense vraiment que c'est possible pour nous tous quand nous commençons ce voyage. Et la dernière chose à retenir, encore une fois, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Ce n'est jamais fini. Je ne dis pas que tout est figé, même si certains parents, comme mon père, affirment qu'à 88 ans, il ne change plus. Et on peut entendre ça de la part de certains proches, mais en réalité, nous pouvons vraiment changer, avoir un impact et nous transformer à tout moment. J'ai aussi 88 ans pourtant. Je crois vraiment que je peux changer. Je recommande vivement ce livre, que j'ai déjà conseillé à de nombreuses personnes, car beaucoup d'entre nous font aussi un travail personnel, participent à un programme en 12 étapes, suivent une thérapie, pratiquent le travail somatique et prennent des compléments alimentaires. Mais honnêtement, ce livre, c'est un cahier d'exercices. C'est exactement le genre de choses dont nous avons besoin. C'est que tu as eu une vie, tu es allé à l'école et tu as obtenu ce diplôme, mais tu n'as pas décidé de le garder seulement pour toi. Et ce livre est un moyen, c'est ça, acheter ce livre, télécharger ce livre, c'est un cahier d'exercices. Et si tu travailles dessus, considère-le comme ta thérapie. Si tu ne peux pas te permettre une thérapie, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne le peuvent pas. C'est ce que tu fais en thérapie. Considère-le comme un vrai travail et tout est là-dedans. Réponds aux questions, fais les exercices, apprends à calmer ton air vague, c'est vraiment ça. Donc vraiment, c'est un livre fantastique et ta pratique est incroyable. Tu as déposé le nom de psychologue holistique et c'est devenu ton nom. Incroyable. Je sais. Je n'arrivais pas à y croire. Je sais. Oui. Je sais que quand j'ai commencé, je me suis dit, d'accord, maintenant l'univers me dit que je dois aussi faire ça, parce que qui aurait pu imaginer ça il y a 6 ans? Personne ne pensait vraiment de cette façon à l'époque. Ça m'a vraiment époustouflé, comme si l'univers, à contre-cœur, me disait de... C'est incroyable. Merci beaucoup, Dr Nicole Lapera. Merci infiniment. Merci à vous deux de m'avoir invité. C'est vraiment génial. Je vois absolument cela non seulement comme l'avenir du développement personnel, mais comme sa réalité actuelle. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas. On peut essayer de l'éviter. Mais oui, on ne peut pas éviter tous ces schémas. Vous savez, je pense aux personnes qui sont vraiment adeptes de la thérapie cognitivo-comportementale, à laquelle je crois absolument et que je trouve très utile. Mais je pense que dans certains cas, il est vraiment logique de dire non pas que mes parents avaient tort et non pas que je suis brisée, mais de dire « Ah, c'est pour ça que cela s'est produit ». Comme lorsque tu as partagé cette prise de conscience que tu avais de ta colère et que tu t'es même rendu compte qu'elle n'était pas proportionnelle à la situation pour que tu puisses dire « Ah, c'est ancien », tu vois. Je pense que tu as aussi fait un travail de guérison à ce sujet. Parfois, le simple fait d'en apprendre plus est réellement transformateur, tu sais? Absolument. Et si tu es quelqu'un de spirituel qui veut se connecter à son intuition, qui aime réfléchir à la conscience et à la façon dont l'univers fonctionne, devine quoi? Ton univers, ton monde personnel individuel est impacté par cela. Oui, et je pense que c'est un excellent point de départ. Et oui, cela conduit à être plus en contact avec toi-même, à savoir qui tu es, à connaître tes besoins, à savoir où tu te retrouves bloqué à chaque fois. Et peut-être même savoir pourquoi les emplois ne te conviennent pas, pourquoi les relations ne fonctionnent pas pour toi et pourquoi ta voix ne te convient pas. C'est littéralement le chemin vers l'intuition. Il s'agit de savoir comment tu interprètes le monde. Si tu penses « Oh mon Dieu, cette personne est comme ça », devine quoi? C'est probablement le résultat de quelque chose qui se passe en toi. J'espère que tu liras Reparenting the Inner Child. Je suis très reconnaissante d'avoir parlé avec la Dr Lapera. Nous espérons aussi te retrouver sur Substack. Nous avons un contenu bonus vraiment génial issu de cet épisode, où la Dr Lapera nous guide à travers 3 exercices du nerf vague pour essayer d'encourager ton corps à se reprogrammer. De plus, sur Substack Live, où Mayim et moi analysons ces épisodes et approfondissons le contenu dont nous parlons. Ici, nous allons aborder les glimmers, une pratique qui te permet de trouver de petits moments d'émerveillement dans le monde. Cela t'active réellement sur le plan émotionnel, sur le plan biologique et t'aide à te sentir plus vivant. Rejoins-nous sur le Substack Mayim Bialik's Breakdown. Et de notre breakdown à celui que nous espérons que tu n'auras jamais, on se retrouve la prochaine fois. Mayim Bialik's Breakdown, she's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or 2.